Pour tout te dire, hein. Moi je te croise dans la rue, je pense au caramel que t'as mis au All Black. Mais tout le monde. Il y a les surnoms. Cardano avec un énorme tampon de Sébastien Chabal sur Massoré. Tout ce qui va pas très bien, c'est de notre faute en fait. Moi je suis plus un chef d'entreprise aujourd'hui. Le champion de France et champion du monde, même champion du monde de burger. C'est le pire truc si tu veux gagner une compétition, un champion du monde. Enfin je me dis là tes probabilités elles sont à 1% quoi. Je me suis dit je préfère perdre avec ça que gagner avec l'autre recette. Oui, aujourd'hui je m'amuse, dans l'entrepreneuriat je m'amuse, je prends des risques, l'argent n'est pas une fin en soi. On sait que les burgers sont incroyables. Si on prend pas ce train-là, il n'y a plus de train, mais les trains, il en passe toute la vie en fait. C'est Youssoupha qui dit dans une de ses musiques, plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. Non mais c'est vrai, je suis obligé d'aller à Marseille pour manger un burger, sinon j'en mange plus. Bonjour et bienvenue à la Table des Chefs, le podcast qui accueille les bâtisseurs du monde de la cuisine française. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui épisode très spécial parce que je suis accompagné de deux mastodontes. À ma gauche, j'ai le champion du monde de burger, Johannes Richard, et à ma droite, j'ai un ancien athlète de très haut niveau que vous devez sûrement connaître, Sébastien Chabal. Bonjour, Sébastien Chabal, entrepreneur et aujourd'hui dans la restauration. Bonjour à tous, Johannes Richard, donc entrepreneur, restaurateur, champion du monde de burger. Et aujourd'hui on va vous parler de burger, d'entrepreneuriat et de tout ce qui va avec. Je suis super content de vous avoir, vraiment. Merci. Tu nous as contacté sur Instagram, moi j'avais commenté un peu un post sous votre compte, qui est très divertissant d'ailleurs, je le regarde un peu, on le mettra en description, et j'avais commenté, t'étais venu me voir, et pour moi c'est un honneur de vous recevoir ici. Très content, parce qu'on va parler de plein de choses, de Just Burger. On va d'ailleurs commencer par ça, mais avant d'aller sur ce sujet, comme d'habitude, chaque invité, vous le savez sûrement, il y a un petit cadeau, donc vous avez chacun une bouteille, je ne les ai pas attribuées. Vous voyez à qui vous voulez les remettre, lequel prend laquelle, mais les deux, c'est un producteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christophe Semasca. C'est pas une collaboration commerciale ou je ne sais quoi, c'est un petit cadeau. Magnifique. Merci beaucoup. Très bien, Merci Syrah, ça me va bien. Merci Christophe. Merci. Ah, mais il serait content, je pense. Il serait très content. J'aimerais aborder Just Burger, pour commencer, évidemment, puisque c'est aujourd'hui l'aventure que vous partagez tous les deux. Qu'est-ce que c'est ? J'aimerais l'introduire aux spectateurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Qu'est-ce que c'est Just Burger ? Comment l'expliquer ? Just Burger, en fait, c'est né d'une idée qui me trotte depuis très longtemps. En tant que consommateur de burgers et fan de culture US et de street food, j'ai toujours recherché à manger des bons burgers, des adresses un peu sympas, surtout dans mon passé de sportif amateur ou entre potes, souvent après les matchs ou la semaine on allait se faire des restos. Et en fait, le Covid m'a poussé là-dedans parce que j'avais un resto et le Covid m'a obligé à faire de la vente à emporter et à faire du burger. Et en fait, je me suis spécialisé grâce au Covid finalement. J'ai fait plein de recettes, je me suis informé, j'ai acheté beaucoup de bouquins, j'ai regardé énormément de séries. En fait, j'ai voulu me faire un restaurant de puristes, dans le sens où on était à l'époque, je ne sais pas si on peut les citer, mais Burger de Papa, Big Fernand, où en fait on avait tendance, de toute façon de manière générale en France on a souvent très tendance à franciser les choses, et là j'ai voulu au contraire rester fidèle à ce que c'est le burger. Donc en fait je me suis renseigné, j'ai lu plein de choses, alors il y a 12 000 histoires, si tu mets quelqu'un en face de moi je pense qu'on peut débattre pendant 10 heures, mais moi je me suis attaché à une histoire, celle de la McDonald's University en fait, qui dans ses livres pour ses futurs franchisés attribue l'invention du burger à Fletcher Davis au Texas, à Athens, en 1904, lors de la State Fair de Saint-Louis. Et en fait, je suis parti de ça, et je me suis dit, je vais créer un restaurant de puristes, à l'américaine, mais avec ma petite French touch, entre guillemets, okay. En cuisinant, en équilibrant les recettes, en faisant quelque chose, on va dire, de gustativement plus élaboré qu'un burger de fast-food classique. Ouais. Mais à la base, c'est vraiment, l'idée, c'est de faire du burger à l'américaine, avec un lieu, un cadre qui me correspond, en choisissant une playlist musicale hyper spécifique, avec une DA des lieux de décoration, une direction artistique très street art, avec aussi des touches de sport, foot US, NBA, un peu de foot et de rugby. Donc voilà, l'idée c'est de faire plonger le consommateur dans un univers spécial, de le faire voyager par la musique, par le burger et par le cadre. Ok, super intéressant. Je sais que souvent quand on se lance sur un marché, on a envie d'apporter une touche qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, ce que vous voulez remplir, c'est le vrai burger comme aux USA, mais avec un côté travaillé, c'est ça ? Alors, le titre de champion du monde, c'était à Dallas au Texas.
Ok. Donc en fait, du coup, les 3 années avant le lancement de Jaws, je suis allé 3 fois au Texas, j'ai fait la Nouvelle-Orléans, dans le Texas, j'ai fait Houston, San Antonio, Dallas, je suis allé à Memphis, je suis allé en Arkansas, je suis allé à Indianapolis, à Chicago, New York, enfin bref, j'ai fait énormément de villes aux États-Unis et partout j'ai mangé des burgers. Et du coup, j'ai fait un constat quand même de manière générale, hors franchise, les burgers, on va dire gourmets américains, c'est jamais hyper abouti dans le sens où on n'a pas le même palais, c'est souvent très gras, souvent très sucré. Okay. Et je me dis qu'en fait, il y a quelque chose à faire parce que les goûts sont cool, mais c'est pas équilibré. Mais toi, tu aimes les burgers un peu américains Bah en fait, j'aime les goûts, le côté sauce barbecue et tout ça, mais par contre, c'est vrai que ça manque d'équilibre. Tu sors de là, t'as le bide d'exploser parce que c'est trop gras, c'est trop sucré. Moi, je me suis dit, en fait, j'ai juste envie de reprendre ces codes-là, mais en les équilibrant, en mettant une touche spéciale pour vraiment arriver à créer un jeu de texture, à créer un équilibre gustatif à l'intérieur et vraiment, comme ils disent aux États-Unis, good balance, tu vois, pour vraiment arriver à créer un burger équilibré, en fait digeste et bon gustativement. Moi, j'ai été surpris quand j'ai connu Jaws Burger. C'est quand même une association qui intrigue. On se dit Sébastien Chabal, Johannes Richard. Directement, vous avez notre attention. Comment ça s'est fait ? C'est quoi la genèse de tout ça ? Ça s'est fait assez naturellement, comme beaucoup de choses. Johannes parlait de son titre de champion du monde qu'il est allé conquérir à Dallas en 2003, mais juste avant... Johannes... 23, pas 2003. 2023, exactement. Juste avant ça, Johannes a joué avec un de mes associés qui gère une partie de ma marque de vêtements Rockfield. Et Johannes l'a contacté pour qu'on l'équipe, lui, pour qu'on l'habille, lui et toute sa team, pour qu'ils arrivent vraiment avec l'esprit. Voilà, il vous a parlé de son passé de sportif, même amateur, son esprit sportif, son esprit compétition, son esprit équipe. Donc, voilà, il a voulu arriver à Dallas avec, en apportant une certaine image de collectif. Et donc, on l'a fait, on l'a habillé, on l'a équipé, lui et sa team. Et Johannes nous a invités au dernier testing, voilà, pour goûter le burger qu'il allait présenter au championnat du monde, et voilà, j'ai trouvé ça canon, on a tous trouvé ça canon, et on a dit qu'on ferait quelque chose quand il reviendrait. Voilà. Son talent a fait qu'il a remporté le titre. On a fait quelque chose quasiment quand il est rentré en début 2024, mais c'était pas le modèle de restaurant Jaws. Voilà, on a voulu essayer de casser un peu les codes. Ça n'a pas forcément bien marché, donc on est revenu sur l'essentiel parce qu'on pense aujourd'hui qu'on a besoin, on a besoin que les gens s'immergent dans l'univers de Johannes. Voilà, il vous a parlé de street food, il vous a parlé de burgers équilibrés, il vous a parlé de restaurants, pas de fast food. Ça, c'est aussi important parce qu'on veut que les gens viennent et puissent manger en un quart d'heure comme dans le fast-food, mais plus rester 1h30 et passer du bon temps dans ce cadre et dans cette ambiance. Donc voilà, la rencontre a été assez évidente, naturelle. On est tous les deux issus du milieu rural. Moi, je suis petit-fils de maquignon. J'ai grandi à la ferme avec mon grand-père. Johannes est d'une famille de vignerons. Ils avaient des chênes truffiers et puis ils cultivaient tout chez eux. Johannes n'a rien mangé qui arrivait du supermarché avant son adolescence, avant justement que le rugby le prenne et puis qu'il se mette à faire un peu la fête et qu'il sorte un peu de son village. Mais voilà, je pense qu'on se ressemble. Moi, j'avais déjà des activités et entrepris. Et puis voilà, et puis on a commencé cette aventure. C'est ce qui nous différencie. Johannes a parlé des burgers de papa, de Big Fernand. C'est vraiment que le burger est une référence américaine. C'est comme ça que Johannes le travaille. Voilà, un bun, une protéine, un fromage, une sauce et puis un légume. Je peux appeler ça un légume ou un peu de verre. Et la crispy touch qui amène un peu de matière, mais voilà, avec un super équilibre. Alors que les autres restaurants en général, et même les brasseries françaises, parce qu'aujourd'hui le burger est présent dans 75% des cartes à peu près, 80%, tout le monde essaye de mettre un bout de riz de veau, un bout de camembert, un bout de foie gras, et c'est vrai que c'est pas le burger comme le puriste le recherche, et Johannes fait le burger de puriste avec un équilibre qui est incroyable, et puis moi je mange plus de burger. Voilà, je suis obligé d'aller à Marseille aujourd'hui parce que Joe n'est pas encore étendu en France. Je suis obligé d'aller manger. Non mais c'est vrai, je suis obligé d'aller à Marseille pour manger un burger, sinon j'en mange plus. C'est triste, mais c'est génial. Et donc, c'est vraiment un élément de différenciation. Et c'est pas parce qu'on est associé, c'est pas parce que je suis là. Moi, j'y suis pour rien dans la cuisine. Donc ce que fait Johannes, c'est incroyable. Vraiment. Quand vous êtes associé, il y a eu un petit
si je deviens champion du monde, on s'associe. Il y a eu un petit pari. Non. C'est quand t'as goûté le burger que t'as eu un déclic. Oui, et surtout que le burger qui l'a titré champion du monde, c'est pas celui que j'ai goûté parce qu'il a changé la veille de la finale, il a changé la recette. La veille de la finale. Ouais, parce qu'en fait, Ça me paraît grave en risqué, fait, non? En fait, il faut savoir que le concours aux États-Unis, il est assez particulier. C'est que la demi-finale, elle est jugée par des amateurs. C'est un peu comme la finale de Par Top des Chef au consommateurs, début. en Tu sais, la finale de C'est Top le Chef, public. c'est les consommateurs qui goûtent. Exactement. Ok. c'est Tu sais, les consommateurs. chefs, voilà. Et en Ok. fait, et vraiment, il faut pas perdre de vue qu'on est au Texas, c'est une culture qui n'a rien à voir avec nous. La première année, on avait fini dernier de la demi-finale. Mais qualifié. Mais qualifié parce Ok. que, en fait, les jurys professionnels qui jugent la finale attribuent la meilleure note technique de la demi-finale. Et moi, je me suis dit, on va engager un travail de malade en 1h30. Ils vont comprendre qu'on cuisine un peu. Et du coup, on s'assure la meilleure note technique. Pari risqué mais réussi. Et la deuxième année, on fait pareil. Parce que la première année, en 2022, je finis deuxième. Et je me dis, putain, j'ai pas envie de revivre ça. Si j'y vais, c'est pour gagner. Et je me dis, je vais peut-être assurer le coup avec une recette un peu plus simple qui va plaire aux Américains. Et en fait, donc, il y a la demi-finale, un jour off et la finale. Et le jour off, on fait des essais de cette recette, mais qui faisait des mois, qu'on avait faite depuis des mois. Et je me dis, c'est pas possible. Elle était canon, hein. Parce que moi je me rappelle. Ouais, bien, c'était non, bon. non, moi, je me C'était quoi rappelle. la recette? Mais j'en sais rien, mais moi un truc pour te dire, c'est qu'il allait parler aux Américains. Il mettait un bout de beurre dans le steak. Un Comme bout ça de soit beurre? juteux, et puis voilà. C'est ça, hein. C'était du Ouais, beurre que parce t'avais que- retravaillé avec du Du miso. miso. En fait, si tu veux, les Américains, C'est canon. C'est canon. j'avais trouvé ça sur un. Alors, encore une fois, c'est hyper fat. Ouais, mais là, bout c'était de vraiment beurre, je me suis dit. une stratégie de gain, tu vois. Ok. Là, je m'étais dit, je vais un peu oublier ma cuisine pour gagner. Et en fait, j'avais lu plein de choses. Et en fait, un des jurys qui avait été 2 fois champion du monde, un Américain de Sacramento, je crois. Lui, en fait, dans ses steaks, mettait un disque de beurre, parce qu'il mange tout bien cuit. Faut savoir que tu as des trucs, alors je sais plus combien La degrés viande bien Fahrenheit. cuite. Ouais. Les Américains mangent pas saignant, donc du coup, Fallait- c'est. Ah oui. Ouais, X degrés Fahrenheit c'est vite pour très sortir sec. le steak. Et du coup, ce mec-là, j'avais lu des interviews de lui, il mettait un disque de beurre au milieu du steak pour qu'en fait, il reste gras et juteux malgré le fait qu'il soit bien cuit. Je me dis, en fait, c'est pas con, mais ça reste quand même hyper fat. En fait, je suis une recette, en gros, de Big Mac maison un peu améliorée, tu vois. Ok. Et je me dis, putain, ça me fait chier, en fait, j'ai pas envie de gagner avec ça. Enfin, même si je gagne, presque je serais déçu parce que Ouais. c'est pas moi. Ouais. Moi, j'adore soit créer des recettes à partir d'un challenge, tu m'imposes un ingrédient, tu m'imposes quelque chose, soit à partir d'un souvenir, d'un film, de quelque chose. Et en fait, ça faisait tellement longtemps que je voulais retravailler le burger que Samuel L. Jackson croque dans Pulp Fiction. Oui, ouais. Et en fait, donc il s'appelle le Kahlua Burger et dedans il y a de l'ananas. Et moi je m'étais dit, je vais absolument le retravailler. Ça, ananas, bœuf, ça marche. Je vais le retravailler sous forme de ketchup. Et là, je dis à tout le monde, on avait 3 coachs. Gilles Épier, que je pense que tu dois connaître, qui était à l'époque le plus jeune chef étoilé français, qui est aujourd'hui à Washington. David Fricot, qui a fait Top Chef et qui est chef à Las Vegas. Et Grégory Cohen, qui est chef à Paris. Donc du coup, on avait vraiment 3 chefs qui... Et toute l'après-midi, ouais, mais c'est bon, fais ci, fais ça. Et La moi, veille. je suis un peu... Ouais. Moi, je suis un peu... J'écoute pas grand-chose quand j'ai une idée en tête. Et ils partent, je regarde mes coéquipiers qui rangent tout, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? On va faire des courses, on va refaire tout, on sort pas ça. Ils disent, mais t'es sérieux? Je dis, ouais, franchement, on peut pas gagner, ou si on gagne, c'est pas nous, donc c'est mort, on change tout. De là, on se barre, c'est 18h30. On va au supermarché. Bon, il faut savoir qu'il y a un supermarché au Texas qui s'appelle Central Market. C'est presque mieux qu'un métro en France. T'as des produits, t'as des mains de Bouddha, c'est un truc de malade. Il y a la moitié des trucs, c'est organique, bio. Enfin, tu trouves vraiment des produits de haute qualité. Parce qu'on dit, tu sais, les États-Unis, oui, mais ils ont complète pas. pas. Après, les Ça États-Unis, dépend c'est les très États. vaste. Voilà, c'est ce Voilà. que j'allais te dire. Moi, on m'a dit qu'au Texas, tu pouvais trouver de la viande excellente. Incroyable. Ouais, et Texas. même mieux, en fait. C'est incroyable et surtout, le seul problème c'est que c'est très cher. C'est pour ça que, il vaut mieux acheter un fast-food que acheter 3 kilos de carottes au supermarché. Ah ouais? J'exagère, mais c'est pas loin, tu Ok, vois. ok. C'est pour ça d'ailleurs les problèmes d'obésité aussi. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Et du coup, on fait les courses, on retourne et on devait envoyer la recette avant minuit. Donc fiche technique, explication de la recette traduite en anglais. Je vais pas te parler anglais, mais tu comprendrais que j'ai un anglais assez approximatif. Yes, of course. Et du coup, en fait, à 19h30, on revient à la villa, on attaque les trucs, on goûte une fois. On se dit, ouais, c'est pas mal, demain, il faut juste corriger ça, pour l'équilibre. Et tu vois, même pas de deuxième essai, on n'avait pas le temps. Donc, on envoie les fiches techniques, on envoie tout. Et le lendemain, on se dit, bon, ben, par contre, on fait ça, last minute, on corrige ça, comme ci, comme C'est le ça. pire truc si tu veux gagner une compétition à champion du monde. Enfin, je me dis, là, tes probabilités, elles sont à. Bah, 20%, quoi. en fait, surtout, c'est que si tu veux, la demi-finale,
tu as le jury pro, comme je dis, qui donne la meilleure note technique. Et moi, l'avantage d'avoir 3 chefs avec moi qui parlent anglais et qui machin, je leur dis, moi j'étais focus sur mon travail, je leur dis posez-leur des questions. Quand ils arrivent, tu vois, on avait mis tous les ingrédients en bocaux, on avait versé en bocaux les pickles, machin, tu vois, pour faire un joli facing face à eux. Et en fait, du coup, quand je les vois arriver, je me dis c'est pas grave, j'arrête. Donc je m'arrête de cuisiner et je leur explique ma recette qu'on faisait en demi-finale. Ah d'accord, j'adore les pickles. Je dis bah tenez, goûtez. Ah ok, c'est bon et tout. J'avais fait un ketchup. Oh, j'adore quand c'est piquant, c'est bien. En fait, je prends plein d'infos. Okay. Du coup, je me dis, ok, bah, t'aimes le piquant, d'accord. Ok. Ah, t'aimes le sweet and sour. Ah, ok, d'accord. Et t'as le droit de faire ça? T'as le droit de leur poser des questions au jury? En fait, le jury était là, lui, il juge pas cette épreuve-là. Ah, ok, d'accord, je croyais. Lui, il donne la note technique, il te regarde travailler, il dit est-ce mais que la saveur, c'est toujours le. La saveur, c'est le public. Ok. Mais du coup, moi, je fais goûter des choses, tenez, machin et tout, et j'écoute ce qu'ils me disent en fait. Mais t'as quand même un point de vue d'expert. J'ai pris quelques infos. Je me dis après, si tu peux te dire ça, et en fait, pour le coup, il y avait la moitié des jurys qui n'étaient pas dans le jury de la finale, tu vois, c'était des jurys. Mais en fait, je me dis, je prends des infos, écoute, on verra ce que ça me donne. Et en fait, c'est pour ça que je retravaille un peu la recette dans ce sens-là. C'est super intéressant. Je savais pas qu'on pouvait faire ça en un jour presque, mais même moins du coup. Ouais, en quelques heures. Après, c'est un énorme risque. Et puis après, sans dire que c'est simple, on n'est pas non plus au Bocuse d'Or. Enfin, tu vois, ça reste quelque chose de plus facile. On parle de burger, on parle de street food. Ça reste ça doit rester, selon moi d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai cette vision-là, quelque chose de régressif, quelque chose de populaire, quelque chose d'accessible. Ça reste de la cuisine simple, mais qui demande quand même de la technique et du savoir-faire. J'aurais pu perdre en faisant ce pari-là, parce que l'autre recette, j'avais travaillé pendant 3 mois. Hein. Tu vois, c'était vraiment un parti pris. Je me suis dit, je préfère perdre avec ça que gagner avec l'autre recette. Donc du coup, après, on a eu la chance de gagner. Mais quand tu me dis ça, j'ai cru qu'après, tu allais me dire, au final, tu t'es trompé. C'est pas cette année que je remporte le championnat. En quelques heures, on a reçu Thibaut Gonzalez, champion du monde de pâté croûte. Ça fait 4 ans qu'il perfectionne sa recette. Là, en quelques heures, ça veut dire qu'il y a quand même t'avais quand même une science un peu du burger pour savoir ce qui allait à peu près marcher. Dans tous les cas, oui, parce que c'est quelque chose que je faisais depuis maintenant 4 ans tous les jours, tu vois. Et moi, dans mon restaurant, j'étais dans les Halles de Nîmes. Toutes les semaines, je sortais une inspi. Donc, en gros, je créais des recettes toutes les semaines. J'avais une nouvelle recette toutes les semaines. Okay. Ouais, j'avais une nouvelle recette toutes les semaines. Donc, ça fait 52 par an. Donc, finalement, ça en fait beaucoup. Il y avait les recettes de concours. J'avais gagné le championnat de France en 2021. Du coup, c'est une habitude. Et après, quand tu crées une recette, tu as quand même le goût, tu visionnes le goût, tu vois, tu l'as en tête, tu te dis, ouais, ça va. Tu sais où tu veux aller en tout cas. Et moi, je savais où je voulais aller sur cette recette-là. Après, tu la goûtes, tu te dis, ok, d'accord, on va équilibrer 2-3 trucs, et puis après, ça passe ou ça casse. Hein. Ça passe, faut croire, puisque donc, tu gagnes ce titre. Vous vous associez, ça se fait vite, cette association, entre le moment où vous vous rencontrez, au moment où tu décides de le suivre donc avec la marque, et le moment où vous vous associez, il y a combien de temps ? Il y a quelques mois, ça devait être au mois d'octobre-novembre, on s'associe en début d'année, mais au début pas pour monter Joe's Burger. Au début, on se dit que le monde de la restauration est en difficulté. Voilà, on sortait du Covid, le pouvoir d'achat, enfin tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on vit encore aujourd'hui, et on réfléchit et on se dit que il y a plein de restaurateurs qui ont besoin de notoriété, qui ont besoin de proposer une offre différente, de créer des événements, enfin, plein de raisons. Et on se dit qu'on va monter une carte de burger réalisée par Johannes et qu'on va leur proposer, de créer un événement, un jour par mois, autour de la carte de recettes de Johannes, bien sûr en leur fournissant tous les composants qu'on allait faire industrialiser. Industrialiser, c'est pas négatif, hein, industrialiser, mais qu'on allait faire à façon. Et donc, on a monté le business comme ça. On a engagé entre 100 et 150 restaurants. Et on a eu d'immenses problèmes de supply chain, d'immenses problèmes de production, d'immenses problèmes de restitution des recettes. Voilà, il y a plein de choses on a sûrement été trop vite, ça c'est une certitude. Il y a des points, des zones grises qu'on n'avait pas appréhendées. Et tout le monde n'a pas joué le jeu. Je parle de toutes les parties prenantes, où toutes les parties prenantes n'ont pas été forcément au niveau, et donc là, ce début d'année, on a décidé d'arrêter, on appelait ça les compagnons de Joe, d'arrêter les compagnons et de nous focaliser sur nos restaurants,
Peut-être que les compagnons reviendront un jour, c'est pas sûr, mais en tout cas, on savait qu'on avait besoin de montrer nos lieux dans leur intégralité. Parce que dans le modèle des compagnons, on restait chez le compagnon et c'était que le burger qui était là, c'était pas l'univers de Johannes. Il parlait de musique, il parlait de décoration, il parlait de direction artistique. Et c'est vrai que c'est quand tu vas à Marseille, tu te rends compte de l'univers de Johannes qui est créé autour du burger. Et donc aujourd'hui, on est focus là-dessus parce que comme je le disais tout à l'heure, Johannes en est convaincu, mais quand ça sort de la bouche d'un chef, c'est peut-être moins fort, moins puissant. Moi qui suis, même si je suis associé, je suis un simple consommateur, et vous allez à Marseille, vous interrogez tous les clients, ils ont rarement mangé un burger aussi équilibré, aussi bon. Peu importe la recette qu'ils aient prise, parce que Johannes travaille vraiment ce produit comme une recette. En fait, c'est une vraie recette. En fait, c'est pas juste de l'assemblage, c'est une recette. Chaque composant a déjà une recette, et puis le produit dans sa globalité. Qu'est-ce que tu appelles dans le composant ? Un composant, ça peut être un fromage. Voilà, on a un Welsh de cheddar, c'est du cheddar avec de la bière, de la yellow mustard et plein d'autres ingrédients que Johannes avait élaboré et qu'on retrouve encore dans quelques-uns de nos burgers. C'est les confits, c'est les sauces, c'est les pickles, c'est tous les composants d'un burger. D'accord, en fait. ok. Ouais. En faisant les recherches, j'étais agréablement surpris par la réputation qu'avait le restaurant à Marseille. En fait, j'ai l'impression qu'il parle de deux choses. Il parle du burger, mais aussi de tout l'univers. À chaque fois, c'est un mot qui revient souvent, l'univers. Et là, tu parlais de musique, tu parlais de décoration. C'est quelque chose qui revient souvent, du service, de tout. Et j'ai l'impression qu'ils vivent une immersion. C'est l'objectif, donc, de faire cette immersion. Ça ressemble un peu au Texas ou pas du tout ? Pas au Texas, ça ressemble à ce qui se passe dans ressemble ma tête. Mais c'est exactement. un sacré bordel. Non, mais en fait, si tu veux... parce que bon, quand je te dis que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et d'assez dérangé, c'est pas le mot, mais pendant le Habité. Covid, ouais, habité, on va dire. Pendant le Covid, donc je me spécialise dans le burger. Il m'a regardé, il a eu peur. Il s'est reculé un peu. Finalement, c'est lui qui est dangereux, c'est pas moi. Et en fait, tu vois, je me lance dans le burger et tout, et je me dis, putain, j'ai du temps, c'est le Covid, je me fais chier, donc je fais des burgers, et qu'est-ce que je fais ? Je prends une école de design d'intérieur parce que en fait j'ai fait de l'art plastique étant gamin, j'ai toujours été doué dans l'art. Je me suis dit je me débrouille dans ce que je fais dans la restauration, et j'avais déjà créé 2 affaires à l'époque, un bar qui s'appelait le Paradis Perdu, qui était un bar spécialisé dans le rhum et dans la mixologie, et le lieu était fou. Et en fait à chaque fois que je fais un truc, les gens me disaient putain mais les lieux sont fous, et je me dis en fait plutôt que de payer des gens pour faire ça, je vais le faire moi. Donc je me suis payé une formation, j'ai pas eu le temps parce que je faisais beaucoup trop de choses, j'ai cru que j'allais y arriver mais j'ai pas eu le temps, mais je me suis payé une formation de décorateur d'intérieur, j'ai monté une boîte de décoration d'intérieur pendant le Covid aussi, et je me suis dit je vais tout faire moi. Bon, sauf qu'au bout d'un moment t'as pas le temps, donc quand on repart sur ce projet de Joe's Burger, je me dis il faut vraiment là ce coup-ci qu'on crée un vrai univers pour faire voyager les personnes, parce que je me dis aussi que aujourd'hui manger un truc c'est bon, c'est bien, mais la vie est plus chère qu'avant. On traverse une crise économique quand même depuis plusieurs années qui est assez délicate, et je me dis aujourd'hui tu dois proposer plus que simplement un bon truc, tu dois proposer quelque chose où quand les gens sortent de chez toi ils doivent avoir la banane parce qu'ils ont vécu un bon moment, d'où la playlist, parce que ma playlist elle est très good vibes, c'est du Tracy Chapman, du Sinatra, du Notorious Big, du Tupac, en fait c'est hyper éclectique mais que des musiques good vibes, tu vois. Et en fait je me suis dit je veux vraiment faire vivre une vraie expérience au consommateur, d'où cette ambition en tout cas de créer des lieux attractif et agréable pour que la personne, quand elle sort de chez nous, elle se dit putain je reviendrai parce que c'était cool. Je suis d'accord avec le fait que le restaurant ça soit une expérience, c'est un moment qu'on passe. Pour toi, c'est quoi les points les plus importants pour passer un bon moment dans un restaurant ? Qu'est-ce que tu as essayé de retransmettre là-dedans ? Pour moi il y a 3 pans, il y a ce que tu manges, il y a ce que tu entends et il y a ce que tu vois. Et tu rentres dans un lieu où tu te sens bien, c'est agréable, donc déjà tu te poses, tu te dis tu vas passer du temps à table. Si tu te sens bien, tu vas peut-être prendre un apéro, tu vas peut-être prendre une entrée, tu vas peut-être prendre un plat, tu vas peut-être prendre un dessert. Donc en fait, forcément, là je parle le côté un peu business, tu auras un ticket moyen un peu supérieur. Donc tu crées un lieu agréable, déjà tu sais que la personne va se dire bon, je vais m'installer, je me sens bien, je vais passer du temps à table. Tu mets une bonne musique. Pareil, encore une fois, sécrétion de dopamine, là on rentre dans de la science presque, sécrétion de dopamine, tu es à l'aise, tu te sens bien, tu es plus à même à aller consommer, passer plus de temps à la table. Et après, si tu manges quelque chose qui en plus de ça est bon, parce que c'est quand même la base, faire quelque chose de bon, mais tu vois, presque tu te dis, c'est la 3e étape, d'abord il faut que les gens se sentent bien, et après ils vont manger quelque chose de bon. Et je me dis que tu as coché toutes les cases. Alors après, tu plairas pas à tout le monde, parce qu'il y a les goûts et les couleurs sont différents, mais là en tout cas, tu as essayé, en tout cas, de cocher toutes les cases pour que la personne passe un agréable moment. J'avais jamais conscientisé tout ça, mais c'est vrai que des fois, il
il y a quelque chose qui nous dérange, on se dit tiens on va pas passer un bon moment, la promesse est pas bonne, on s'assoit et on se dit non mais on va juste prendre un plat et après on va y aller quoi. Et c'est vrai ce que tu dis, mais moi ce que j'aimerais savoir c'est toi comment tu l'as vu la première fois où tu as découvert l'univers de Johannes, comment tu l'as perçu et qu'est-ce que tu as essayé de mettre, est-ce que tu as essayé de mettre ton grain de sable ou tu as dit à Johannes vas-y, carte blanche? Ce qui a été fait avec Joe's et ce que Johannes raconte, c'est l'aboutissement presque de ce projet de restaurant de burgers. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Il m'a fait plaisir parce que il est fan de Batman et de tous les comics. Il m'a fait plaisir parce qu'on a mis Mario et Luigi dans le resto, parce que moi je suis fan de Mario. Donc en fait, aujourd'hui on a le premier Joe's Burger à Marseille, le deuxième arrive à Montpellier. Tous les décors, tous les graphes ne seront pas les mêmes, mais on sait qu'on sera chez Joe's. Et on veut aussi que demain, parce que l'ambition c'est de monter une franchise, que le responsable ou le patron qui prend la franchise à Lille et qui est fan de je ne sais quoi, on veut qu'il se sente bien chez lui et que son univers sera sur les murs aussi, mélangé à celui de Johannes. Ça fera une uniformité. Et donc tous les lieux seront uniques, mais dans l'ADN et dans la direction artistique que Johannes a choisi. Donc voilà, moi je lui ai dit à Johannes, moi s'il pouvait y avoir un truc de l'univers de Mario, ça serait cool, je suis fan. Il y a un petit bonhomme Mario sur une étagère, il y a Luigi sur un mur, je suis chez moi. Ouais, donc c'est génial et c'est ce qui est le plus important. Après, je rejoins complètement ce que dit Johannes. Et après, il y a quelque chose qui est très perceptible, mais que nous, en tant que patron, on doit réussir à inculquer à nos équipes, parce qu'on n'a pas parlé de l'humain. Aussi, pour se sentir bien, il faut que ton équipe soit dans le même mood que toi. Voilà, nous, comme on l'a dit, on n'est pas des fast-food, on est des restaurants de burgers. Donc les gens peuvent venir manger en un quart d'heure, mais peuvent rester 1h30. Le plus important, c'est qu'ils passent un bon moment et qu'ils reviennent. Et l'accueil humain est aussi primordial. Donc voilà, il faut s'attacher aussi à ce que le client n'est pas roi chez nous. Voilà, il n'a pas le droit de tout et de n'importe quoi. Il y a un cadre, il y a des règles. Les recettes de burgers, on ne les change pas. C'est-à-dire, si une personne n'aime pas cette recette parce qu'il y a un ingrédient, il prend une autre recette. Ça aussi, c'est important parce que c'est une création unique. C'est un plat, quand tu vas chez Guy Savoy ou chez Sophie Pic, tu lui dis pas, non, mais ce plat-là, enlevez-moi ça, parce que non, en fait, tu prends un autre plat. Donc ça c'est important. Et voilà, il faut qu'on soit sérieux sans se prendre au sérieux. C'est un peu ce qu'on a tiré de l'enseignement qu'on a appris sur les terrains de rugby. Voilà, de l'entraide, de la convivialité, mais avec beaucoup de respect. Voilà, on doit pouvoir être au service en apportant cette zone de proximité, mais qui reste très respectueuse de chacun. Voilà. Ça se ressent dans la réputation. Donc aujourd'hui, la réputation, c'est beaucoup les avis Google. Et à chaque fois, les gens sont très respectueux, décrivent bien leur expérience, décrivent qu'ils ont une super expérience avec le staff. Vous êtes une équipe de combien aujourd'hui ? 12, ok. Donc combien en salle ? Aujourd'hui, il y a deux équipes de 6 parce qu'on fait, on est ouvert 7 sur 7. Et on a aussi essayé de réfléchir un peu dans le sens où trouver du personnel aujourd'hui c'est compliqué parce que depuis le Covid, les gens veulent plus travailler le soir, veulent plus travailler le week-end. Donc on a fait des cycles sur 15 jours. En fait, nos équipes travaillent 3 jours travaillés, 2 jours de repos, 2 jours travaillés, 3 jours de repos, 2 jours travaillés. Donc il y a des semaines où ils travaillent 5 jours et des semaines où ils travaillent 2 jours. Ok, donc je vois. Ils font leurs horaires, ils font leurs 35 heures. Peut-être qu'ils en feront plus quand on sera en période d'affluence ou quand il commencera à faire très beau. Mais aujourd'hui, on a essayé de réfléchir aussi à un planning pour leur bien-être à eux. Parce qu'ils ont une vie, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des envies aussi. Voilà, le travail n'est pas une finalité dans la vie. Donc ça aussi, c'était important de réfléchir. Et aussi pour nous, parce qu'on n'a pas envie de gérer, on n'est pas des gestionnaires RH. Moi, je veux pas devenir des RH, Johannes non plus. Notre ambition, c'est pas d'avoir des turnovers de fous dans nos établissements. Voilà, donc on essaye d'apporter des conditions pour que nos collaborateurs soient le mieux possible. C'est là où je trouve, pour rebondir là-dessus, où c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, mais l'humain est important. Aujourd'hui, il est primordial, parce que c'est pas nous qui sommes au restaurant, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand t'es entrepreneur, je vais parler pour moi en tout cas, moi je vis pour ce que je fais, je travaille pas, j'aime ce que je fais, j'ai pas l'impression d'aller bosser, je suis épanoui dans ce que je fais et c'est pour ça que je peux avaler des heures de travail. Enfin, des fois Seb il me dit tu peux avoir fait ça pour quand ? Tout à l'heure, demain. Enfin, tu vois, et pour moi demain c'est déjà trop tard, c'est hier, tu vois. Donc j'ai ce côté-là, mais parce que j'aime ce que je fais. Et je me dis que si je veux arriver à rencontrer des personnes comme moi, ou en tout cas à les amener avec moi, il faut que je leur amène du confort. Parce que
moi, je peux travailler 7 sur 7, dans le sens où, comme je te dis, j'aime ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler. Mais tu peux pas demander à un salarié de vivre comme ça. Et du coup, l'idée, c'est de lui amener du confort. Quand Seb disait le futur franchisé, il sera un peu chez lui, c'est l'idée aussi. C'est que le mec, il est, comme il te dit, il est à Lille, il est fan de Spider-Man et du LOSC. Ben, on va lui faire mettre, je sais pas, s'il veut mettre Ludo Obraniak ou Eden Hazard sur un graphe et Spider-Man sur un graphe, bien sûr sous contrôle de DA de notre part, mais le mec sera un peu chez lui. Et en fait, du coup, c'est ça l'idée. Il sera carrément chez lui. Même. Voilà, c'est ça. Le mec, c'est son resto. Tu vois, nous, on a des maillots de sport. Moi, j'ai mis Allen Iverson, Michael Jordan, LeBron James. J'ai mis Alan Boxish. Tu vois, on fait des signatures à la ville. Si le mec, il est de Nantes et qu'il veut mettre Patrice Loco, Didier Deschamps et que derrière, il est fan, lui, de Kobe Bryant et de Jerry West, mais qu'ils mettent qui ils veulent, tu vois, sous contrôle de DA. Mais l'idée, c'est que le mec soit chez lui. Et quand t'es chez toi, quand t'as des horaires de travail qui sont agréables, quand tu peux profiter de ta famille, parce qu'on travaille pour gagner de l'argent, pour profiter de nos familles, c'est quand même ça la finalité. On n'a qu'une vie, il faut quand même profiter de ses proches. Je me dis que si tu arrives à mettre tous ces ingrédients-là et travailler dans un lieu agréable, bah, je pense que t'as tout gagné en tout cas. Ouais. Donc c'est un pari, en tout cas c'est une réflexion qui nous a amené là. Je sais pas si on a raison, je pense qu'on n'a pas tort en tout cas. Et l'idée, c'est d'essayer d'amener vers ce confort-là pour que ce soit le consommateur qui soit bien, le directeur ou le propriétaire du restaurant et les salariés. Oui, et puis même quand on y réfléchit, dites-moi si je me trompe, on a souvent un point de vue logique où on se dit oui, certes, c'est dur à mettre en place, mais à la fin, les gens, ils gagnent parce qu'ils t'en sont reconnaissants, ils sont bien au travail. Oui, il y a des journées où ils vont travailler, il y a des semaines, où ils vont travailler 5 journées. Midi et soir du coup, c'est ça. Mais il y a d'autres qui vont travailler mais une semaine où ils travaillent 5 voilà, jours, c'est une semaine normale. Oui, voilà. C'est de tous les salariés. Donc en fait. Ils font 50, bien sûr, 20 heures. Il faut un peu plus d'heures. Ils font 50, 20 heures. 50 heures une semaine, 20 heures une autre. À peu près. Donc ils sont à 35 heures. 48, ouais, bien sûr. Encore une fois, alors après, c'est des métiers où l'annualisation est déjà dans la convention collective, donc on se sert aussi, enfin on se sert de ça. Les gens ont réfléchi avant qu'on arrive. Si l'annulation est là, c'est parce que forcément il y a des rythmes de travail, t'as des pics, t'as des hauts, t'as des bas. Mais le rythme sur cette période de 2 semaines en 3-2-2, on a trouvé que c'était assez pertinent. Mais après c'est pas simple aussi parce qu'il faut réussir à leur faire leur heures. Tu vois, on est au démarrage et là, on se casse un peu la tête. Quand tu as les périodes de creux, Johannes, c'est un métier que je découvre dans son cœur, dans son fonctionnement interne. On a eu la discussion encore, je crois pas plus tard qu'il y a 2 jours au téléphone. C'est un métier, un peu comme dans tous les métiers, mais là c'est encore plus vrai. Il y a des jours où tu gagnes et il y a des jours où tu perds. Quand tu fais 40 couverts le midi et 40 couverts le soir et qu'il t'en faut 60 pour être à l'équilibre, mais tu peux pas enlever une personne parce que si tu enlèves une personne, tu dégrades l'expérience à tes clients et du coup tu te fous dans le rush de partout, soit en cuisine ou soit en salle. Donc il faut accepter de perdre, il faut accepter, mais à la fin il faut que le tas de sable, il faut qu'il y ait plus de jours où tu gagnes que de jours où tu perds. Et donc avec ce fonctionnement en 3-2-2, le fait que là aujourd'hui on a un restaurant qui est en cœur de centre-ville au Vieux-Port à Marseille, demain on va être à Montpellier dans un food court un peu en extérieur de ville, on va essayer de trouver un 3e dans une plus petite ville, on va avoir 3 modèles pour lancer la franchise. Les plannings seront pas les mêmes, les réflexions seront pas les mêmes. Peut-être que dans des endroits, on va se dire, parce qu'au début, on voulait pas faire de livraison, mais on voit qu'en cœur de Marseille, là où on est dans un quartier très business, donc le soir, il n'y a pas grand monde, enfin, sur le début de semaine, il n'y a pas grand monde, donc peut-être que tu vas ouvrir à la livraison. Donc on est en train d'affiner tous nos modèles, mais en tout cas, l'objectif, c'est que les restaurants tournent, soient rentables, parce que sinon ça marche pas. Il faut de la rentabilité, il faut gagner de l'argent. Que nos équipes soient confortables et qu'elles prennent plaisir dans ce qu'elles font, même si elles sont pas passionnées comme Johannes à pouvoir travailler 7 jours sur 7, 20 heures par jour. Parce qu'on passe un tiers de notre vie au travail, donc il faut que les gens soient bien. Donc c'est vraiment l'objectif. Et si on réussit ce pari, on sera pas loin de pouvoir lancer une franchise et d'amener derrière nous beaucoup de monde. Là, déjà, c'est bon signe puisque au moment où sortira ce podcast, à peu près 2 mois après, sortira donc celui de Montpellier, ce qui est très bon signe. On a déjà l'adresse ou pas ? C'est au marché du Lez. Ouais, ok. On le mettra si à partir du moment où vous sortira, vous me direz quand il sera sur place, en activité. On mettra le lien de la fiche Google, du site internet, etc. C'est déjà très bon signe. À partir de quel moment vous vous dites, ok, on va franchiser ? Là, vous parliez d'un franchisé à Lille. À partir du moment où tu as montré... Tu as 3 bilans déjà.
Pas correct, forcément, mais que tu montres que ton modèle déjà est rentable, viable, rentable. Donc je pense que ça sera fin 2027. On est en 26, fin 2027, mais 2027, normalement, deuxième semestre, on va commencer à lancer quelques hameçons pour voir, pour dire on est là, on existe. Si jamais la rentabilité est là et les points d'étape ont été passés, on va commencer à sortir du bois et à dire si vous voulez vous engager dans notre aventure, venez. Vous allez accueillir sûrement des franchisés, et je vous le souhaite. Vous êtes associé, c'est presque une association d'être avec un franchisé. En tout cas, vous devez travailler et choisir des bonnes personnes. Qu'est-ce qui vous a plu l'un chez l'autre? Qu'est-ce que vous recherchez chez un associé ou chez un prochain franchisé? Quels sont les points forts? C'est les valeurs? C'est un état d'esprit? C'est quoi? Moi, je vais te dire un truc, c'est du savoir-être. Ok. Déjà, et puis quand j'ai rencontré Seb et qu'on a commencé à travailler ensemble, parce qu'au début, c'était plus un pari de dire on associe nos deux images pour faire quelque chose. Et quand on a commencé à travailler ensemble et que un dimanche à 18h, alors qu'il a attaqué le Canal Rugby Club 5 minutes après, qui me dit ouais, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, je me suis dit ouais, là j'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux travailler parce qu'il est presque autant fou que moi, il va travailler le dimanche, on va pouvoir s'écrire presque à minuit parce qu'on a une idée qui vient. C'est que je pense qu'il faut être à la même vitesse. Et aujourd'hui, on est un peu à la même vitesse d'un point de vue travail. Et après, pour un franchisé, je pense que c'est le savoir-être, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'humain depuis tout à l'heure, c'est hyper important. Aujourd'hui, encore une fois, tu passes ta vie au travail, mais si tu es entouré de personnes avec qui tu ne t'entends pas et avec qui il n'y a pas de valeurs communes, c'est compliqué. Et puis si les mecs ils ont les mêmes valeurs que nous, je ne te dis pas qu'on a les meilleures valeurs du monde, mais en tout cas, je pense qu'on sera alignés et que ça nous permettra d'avancer plus vite, je sais pas, mais en tout cas dans la bonne direction. Bien sûr. Le rugby, ça vous a aidé là-dedans? Vous pensez que les valeurs du rugby vous ont aidé? Oui, c'est certain. Alors, il n'y a pas que des gens bien dans le rugby non plus, tu vois, c'est souvent ça me fait rire des fois parce que souvent les gens, ils me croisent, ouais, machin, vous êtes un ancien rugby, on vous adore, vous n'êtes pas comme les footeux et tout. Je dis, mais arrêtez, moi, j'aime pas mettre les gens dans des cases, en fait, mettre des étiquettes. Moi, je connais plein de mecs, d'anciens joueurs ou de joueurs actuels qui sont très, très sympas. Voilà, chez nous, il y a des cons aussi, mais c'est vrai qu'on a les valeurs qu'il faut avoir pour prétendre avoir une place dans une équipe de rugby et jouer des matchs sont indiscutables. Voilà, c'est le sacrifice, c'est la combativité, c'est l'engagement, c'est le partage, c'est le don de soi. Et ça, je crois que c'est ce qui nous ressemble et ce qui nous rassemble. C'est aussi le fait, voilà, c'est certainement de notre éducation, voilà, le milieu paysan. Oui, Dès le plus jeune âge, t'obliges à franchir ce cap-là. De la camaraderie, tout ça, enfin, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de plus ami que famille à la base, tu vois. Alors, la mienne, je viens d'être papa, donc mes priorités changent, merci. Mais c'est vrai que le rugby t'amène vers ce côté camaraderie très jeune. Je pense, alors, j'ai pas fait beaucoup d'autres sports. Enfin, si, j'ai fait beaucoup de sports individuels, mais en sport co, j'ai pas fait beaucoup d'autres sports. Mais c'est vrai que ce côté-là, dans le rugby, il est hyper marquant. C'est que dans notre sport, qui est un sport de combat, les uns sans les autres, on n'est rien, en fait. Un très très bon joueur de foot, tu lui dans une équipe moyennasse, il va rester très très bon. Un très 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 bon joueur de rugby, tu le mets dans l'équipe moyenne, il va devenir nul. Enfin, il va être au niveau, il va être moyen parce qu'on est trop dépendants les uns des autres. Donc voilà, c'est aussi ce qui nous rassemble. Et normalement, nos futurs franchisés, ça sera pas le plus riche, celui qui nous fait le plus rêver, ça sera celui qui nous ressemble le plus, en fait. Quand vous lancez la franchise, c'est ce qu'on est en train d'écrire, des cahiers des charges, le modèle, le manuel opératoire, c'est ce qu'il faut qu'on fournisse. Donc, derrière, la personne, j'ai envie de dire, sans dénigrer les qualités qu'il faut pour tenir une entreprise, mais elle a qu'à suivre un process, en fait. Et donc, ce qui est le plus important et ce qui revient à répondre à ta question, c'est les soft skills, en fait. C'est le savoir-être, Complètement. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent sur le recrutement à d'abord regarder ça, le savoir-vivre, le savoir-être, avant de savoir si, mis à part sur des aspects très spécifiques, où il faut des connaissances, il y a plein de jobs que tu peux apprendre, je ne vais pas dire sur le tas, mais sur lesquels tu peux te perfectionner à partir du moment où tu as de la volonté, de l'envie, un peu de passion, et voilà. Carrément. C'était Papé qui disait la même chose que toi sur le rugby, Pascal Papé. Pascal Papé, tu connais pas? Pascal Papé.
Givor? Tu te fous de moi? Mais oui, tu te fous de moi, évidemment qu'il se fout de moi. Tout à l'heure, il joue avec moi. Et bah, il vient de Givor. Que Donc moi, c'est Pascal, mon... que Pascal Papé dit quelque chose d'intelligent, c'est ça qui m'étonne. Ah je dirais pas ça. Moi, Pascal, j'ai jamais dit ça de toi. Il est du club où j'ai commencé, Givor, juste à côté. Je sais. Que je salue d'ailleurs. Avec Sylvain Marconnet aussi. Oui, évidemment. Et Cédric Desbrosses. Honte à moi parce que je ne connais pas Cédric Desbrosses. Desbrosses. Ah, ok. Desbrosses, je ne connais pas. Bah, la preuve. Centre. Je Je pense que Émile Ntamak et Francis sont de Givor aussi, ou d'à côté. Ils sont Oui, de ils là. sont du coin. Je crois que c'est Givor aussi. Je crois qu'ils sont de par là. Et Mylène Tamac, j'y suis passé il y a Tu sais pas longtemps, qui c'est, donc non là-haut, c'est quand même. Mais ça me m'étonne. Du Je sais coin, pas oui, si sûrement. Givor. C'est dans le coin. Il me semble qu'ils sont du coin. Hein. C'est pas Bron ou. Peut-être. Plus Ah ouais, Lyon, je je sais sais pas. pas, On verra. enfin, bref. On regardera. Peut-être. Mais oui, c'est des valeurs qui reviennent souvent et c'est inspirant de vous entendre les dire. Mais au cœur. c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Je trouve que d'avoir et de rencontrer des gens qui ont on a un peu le même parcours et du coup on se comprend en fait. En fait c'est facile et c'est évident. Sur le fait que ce que disait Joannès, alors après ça c'est le modèle d'entrepreneur, d'être tout le temps connecté, machin, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de truc. Ça aussi c'est entrepreneur et c'est être patron. Mais on se comprend, en fait, ça n'a pas été, c'est pas simple depuis le début avec Joannès, c'est compliqué. Après, je rebondis là-dessus, mais c'est ça le rugby aussi. Oui. Enfin, moi, j'ai jamais eu de mal. Quand j'étais nul, mon entraîneur me disait que j'étais nul. Et enfin, tu vois, il n'y a pas de mal. Enfin, il faut savoir se remettre en question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ma qualité principale, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans le resto. Enfin, Seb, des fois, il me dit tranquille. On vit dans un monde qui va 3000 à l'heure. où il y a beaucoup d'informations, qui va très vite, donc il faut être agile. Mais je vais nuancer un peu ce que dit Joannès, que comme il a dit au début, il aimerait tout que ça soit fait pour la veille. Il faut prendre le temps un peu d'essayer, de laisser les choses se poser et d'apprendre. En fait, il y a une courbe d'apprentissage qui est forcément nécessaire et c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis la data aujourd'hui nous aide. Oui, c'est ce qu'on vit à Marseille et aujourd'hui on vit dans un autre monde, on vit dans un monde connecté où on peut accéder aux clients de plein de manières différentes. Enfin, on peut lui parler, il y a des points de contact. Enfin, on va pas raconter, on va pas refaire le monde du marketing et de la communication, mais c'est passionnant et c'est vrai que dans ces métiers, si tu as de l'ambition aujourd'hui, et c'est là où Joannès me bouscule un peu parce que j'ai de la notoriété, mais je m'en sers pas beaucoup. Enfin, on m'a vu beaucoup associé à des marques, mais j'aime pas me mettre en avant. Je me sers pas des réseaux sociaux très peu et très mal. Mais aujourd'hui, dans un business, tu dois t'en servir. C'est primordial parce que t'es obligé de te montrer. Il y a trop de choses en fait. Et dans les trop de choses, il faut que le client te voie toi. Avant même pas ton concurrent, avant le resto qui est à côté de toi en fait, parce que tu veux qu'il vienne chez toi. Et il faut être innovant, ce que tu disais tout à l'heure aussi, tu vois. Parce que tu vois, on parle de réseaux sociaux, alors tu me disais, ouais, ce que tu fais sur les réseaux, c'est bien, mais il faut savoir qu'avant 2021, que je sois champion de France, j'avais pas les réseaux sociaux. Ça T'avais me pas gonfle. Instagram, t'avais rien ? Mais non, ça me gonfle. Je trouve qu'on perd un temps fou là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup de voyeurisme. Alors, il y a des bons côtés. Là, je te parle que des mauvais. Hein. Mais j'étais anti-réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, mais Jo, maintenant que tu es champion de France, faut que les gens le sachent. Il faut que tu te fasses connaître. Tu montes ? Avant 2021, champion de France. Ah, ok, d'accord. Et du coup, je dis, ah, ok, d'accord. Mais j'ai lancé mon Instagram en 2021 à la suite de ça, tu vois. Et alors là, bien sûr, comme tu dis, Seb, on l'utilise parce qu'il faut le faire. Mais après, c'est un pan qu'on est venu presque à contre-courant, tu vois. Et aujourd'hui... Alors merci de dire qu'on est innovant, parce que merci, oui et non, d'ailleurs je sais pas si on l'est, mais en tout cas vu de l'extérieur on a l'air de l'être. Non, moi ce que j'ai compris tout à l'heure quand il a dit qu'on était innovant, c'est moi ce que j'ai compris, plutôt, alors sans dire que tu as dit du mal de nous, c'est qu'on était quand même un peu cons, parce qu'on a deux images, on a deux notoriétés et machin, et on se sert pas de nous. Mais c'est pas. J'ai bien compris ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, mais je pense que tu parles d'innovant, par exemple, les vidéos qu'on a fait avec les clubs de sport marseillais. C'est ça, ouais, voilà. c'est exactement ça. Où on essaie. Après, il faut se tourner. Enfin, tu vois, la vidéo qu'on fait avec le Sparsat, tout ça. Il faut s'ouvrir à l'extérieur. Oui, voilà. Si t'es obligé. Ouais, mais c'est bien fait. Et il faut être drôle. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se prendre au sérieux. Tu vois, quand Seb me dit, t'as jamais plaqué un gonze, j'y ai soufflé. Mais c'est vrai, j'ai joué 25 ans au rugby. Moi, tu vois, quand il Non, mais de toute façon, il a pas mal soufflé, il jouait 10. Donc les 10, normalement. Mais 10 qui défendait à l'aile, tu vois. J'ai jamais plaqué un mec de ma vie, c'est vrai. Il y a plein de 10 qui défendaient en 10 et qui plaquent pas aussi. Ouais, mais aujourd'hui, t'es obligé. Ouais, dans le rugby d'aujourd'hui, t'es obligé. Mais tu vois, et en fait, il faut pas se prendre au sérieux. Il faut juste être à l'aise avec qui tu es, avec tes valeurs, avec tout ce que tu fais. Savoir se remettre en question, ce que je disais. Alors, comme disait Seb aussi, pas trop vite. Mais c'est bien d'être alerte, en tout cas, de voir dès qu'il y a un petit truc qui va pas. En tout cas, anticiper une correction possible pour te dire, ben voilà, il y a ça qui va pas. Je suis capable en tout cas, au moins de savoir comment réagir.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un monde fou qui va à 10 000 à l'heure. Vous pensez que c'est une force d'entreprendre à plusieurs, même si c'est dur de trouver la bonne personne. Aujourd'hui, ça vous sert énormément? C'est vital pour moi. C'est qu'aujourd'hui, tout dépend de ton ambition, en fait. Si tu veux juste être tailleur de pierre et puis construire un mur, tout seul, ça ira très bien, tu vois. Mais aujourd'hui, tout seul, comme l'a dit Johannes, dans tous les business, il y a trop de choses, en fait, à gérer. Il y a trop de métiers dans un métier. Plus la com, là, du coup. Non, mais il y a trop. Oui, mais la com, il y a trop de métiers dans un métier. Alors, bien sûr, tu peux sous-traiter beaucoup, mais les journées ne font 24 heures et c'est un coup à devenir fou, en fait. Donc non, je pense que... Et puis, je trouve, en tout cas, c'est ma perception, je trouve cool de dénicher des talents, de les faire grandir, de leur faire atteindre aussi leurs objectifs. Tu vois, aujourd'hui, on a 2 responsables à Marseille. La première chose qu'on leur a dit, parce que on a formaté le Resto de Marseille un peu comme une franchise, parce qu'on n'y est pas tout le temps. Et la première chose qu'on leur a dit, c'est c'est votre resto. Travaillez comme si c'était votre resto, parce que c'est un peu vous, parce que vous êtes directeur, déjà vous êtes les responsables. Nous, on n'est pas là, c'est votre resto. Donc, on pourrait leur demander, mais on n'est pas beaucoup sur leur dos, peut-être pas assez, parce qu'il faut qu'on les accompagne plus. Quand je dis pas assez, c'est pas pour les fliquer, mais on les a peut-être lâchés dans le grand bain un peu trop vite, parce que nous, on a une idée qui est très précise de ce qu'on veut, de qui on est, d'où on veut aller. Mais je pense que c'est un peu aussi notre défaut, c'est qu'on va vite et qu'il y a des choses qui restent dans notre tête, en fait. En tout cas, Je sais que c'est un gros problème à moi, et du coup, tu penses que tu as dit des choses, tu les as pas dites. Donc du coup, quand tu y vas, tu te dis merde, ça n'a pas été fait, c'est pas fait comme ça. En fait, c'est vraiment une phrase qui revient souvent dans nos discussions, parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on a ouvert, donc on a un petit peu de recul, et en fait, les problèmes, entre guillemets, tout ce qui va pas très bien, ou tout ce qu'on peut améliorable, c'est de notre faute, en fait. Parce qu'on n'a pas été assez bon sur la formation, parce qu'on les a pas assez accompagnés, parce qu'on n'a pas assez formalisé, parce que, et le poisson pourrit toujours par la tête. Bien sûr, ouais, complètement. De toute façon, il faut savoir se le dire. En rebondissant là-dessus, c'est pour répondre à ce que tu disais, oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, faire des choses seul, selon l'ambition, encore une fois, peut-être, Bien sûr. mais des grosses ambitions, c'est impossible. Moi, je pars du principe que c'est comme quand tu construis une équipe sportive, hein. Tu vas pas mettre, je vais prendre une équipe de foot, tu vas pas mettre Mbappé libéraux, ça sert à rien. Tu vas le mettre là où il est bon, à son poste. Là c'est pareil. T'as des gens qui sont bons dans une entreprise, t'as un mec qui fait de la com, c'est son métier, tu le mets à la com. Tu vas pas le mettre en cuisine. Bien sûr. Tu vois ce que je veux te dire? Complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir l'humilité de se dire, je ne suis pas bon partout. Aujourd'hui, mettons-nous là où nous sommes compétents, là où on ne sait pas faire, prenons des personnes qui savent faire. Ouais. Tout simplement. Complètement. Mais vous l'abordez avec beaucoup de recul, que ce soit les échecs, que ce soit l'association. Vous avez pas mal extériorisé ça. Tout à l'heure, tu disais, l'association, quand même, moi, je voulais me mettre avec Sébastien, etc. Aujourd'hui, vous pensez que ces titres, ça vous aide beaucoup? Toi, champion du monde de burger, ça paraît directement plus logique. Ça apporte de la crédibilité à Joe's Burger? Forcément. Après, tu mets 2 restaurants côte à côte, t'en as un où il y a écrit champion du monde de burger, forcément, ça attire. Mais tu communiques peu dessus, hein. Parce que ça reste du business, parce qu'on veut que les gens viennent pour l'expérience qu'on leur fait vivre et pas que pour un nom. Mais en fait, on l'utilise pas assez, peut-être. Mais je pense que le fait de construire une marque, si on arrive à la construire en ayant que nous, on soit très en recul, je pense que c'est très bien pour l'avenir, pour ce qu'on veut en faire. Je pense qu'on met peut-être pas assez en avant les titres de Johannes. Sans mettre son nom, on peut mettre les titres. Je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir. Tu vois, hier, on a sorti la plaque on a mis comme tu sais, les plaques de docteur, là. À coller sur... Ouais. Sur la Donc façade. là, on l'a mis sur la façade avec les titres, tu vois, pour... en plus, un truc drôle, tu vois, comme tu as le truc de docteur, là, on a mis un peu les titres. Je pense que oui, effectivement, on a voulu trop se détacher du truc alors qu'on n'avait pas encore lancé, tu vois. On sait que les burgers sont incroyables. Et on pense que ça suffit. Mais c'est qu'il faut faire rentrer le client pour qu'il le goûte. Une fois qu'il l'a goûté, il n'y a pas de sujet en fait. Il reviendra peut-être une fois par mois parce que ça sera sa sortie, parce que les gens il y a moins de moyens, et puis voilà. Et donc ça sera peut-être son resto du mois. Il viendra peut-être tous les 2 jours, peut-être toutes les semaines, mais il faut qu'il revienne. Et on sait que quand il a goûté le burger, il va revenir. La fréquence, on ne sait pas, mais il va revenir parce que ça fait kin à tous les coups, en fait. Et après, c'est vrai que tu vois, c'est à double tranchant quand même, parce que tu as ce côté où, oui, tu attires les gens, mais des fois, tu peux peut-être être un frein pour d'autres, qui vont se dire, ouais, mais c'est peut-être
c'est peut-être cher, alors qu'en fait non, on est à peu près au même prix que le reste. C'est pas pour moi parce que c'est comme tu passes devant un étoilé, il y a plein de gens qui se disent ah mais non c'est trop cher pour moi, alors que des fois tu le bistrot des étoilés à 40 balles t'as un menu, enfin tu vois il y a des trucs où et je pense que c'est à double tranchant, tu vois, des fois c'est un vecteur de communication qui permet d'amener les gens et des fois ça peut être un frein aussi, les gens se disent ah mais c'est pas pour moi. Bah, c'est pour ça que je trouve que vous avez le bon milieu. Le bon juste milieu. Ouais, mais c'est dur à faire comprendre, hein, parce que tu vois, c'est une question qu'on s'est posée hier soir au téléphone, c'est de se dire, c'est moi qui l'ai posé à Joannès, moi je tiens à ce qu'on se dise qu'on n'est pas un fast-food, qu'on est un restaurant de burger. Mais tu vois, est-ce que restaurant de burger, ça attire ceux qui aiment le burger, tu vois, ceux qui aiment vraiment, s'ils aiment vraiment, ils viendront et ils goûteront, ils trouveront que c'est incroyable. Mais peut-être que le fait que ce soit pas un fast-food, ça casse le code de la street food pour certains. Mais je sais pas, c'est une question qu'on se pose, on se pose toutes les questions en fait. Tu vois, il faut vraiment se dire que là, on est sur un marché qui existe très peu en France. Hein. Un restaurant monoproduit, ça existe très peu. C'est ça. Alors que tu vas aux États-Unis, alors on connaît les États-Unis que par le fast-food, mais les gens qui sont pas allés visiter les États-Unis se rendent pas compte. T'as des restaurants de burgers et le burger gourmet existe aux États-Unis. Alors gourmet, on met des guillemets, hein. mais voilà, ça existe en tout cas. Et aujourd'hui, les gens, il y a le fast-food et il y a des restaurants de burgers aux États-Unis. C'est juste qu'en France, on n'a pas l'habitude. Mais c'est surtout qu'en France, on a une vision de la street food. Alors, moins maintenant, parce que beaucoup de chefs étoilés s'y mettent. Il y a énormément de gens, de chefs qui ont des food trucks, qui vraiment se diversifient. Mais à la base, pour le français, confond street food, fast food et malbouffe. Fast food veut pas dire malbouffe, street food veut pas dire malbouffe, c'est les produits que tu mets dedans. Et en fait, les gens ont l'image de McDo qui mettait des mauvais produits. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, cette année, McDo était quand même au Salon de l'Agriculture. Alors, je sais pas si vous avez vu l'actu. J'ai vu passer. Ça a fait un peu un tollé, mais je sais plus qui c'est qui disait. Mais aujourd'hui, on les a obligés à travailler français, on les a obligés à travailler avec des produits de qualité. Pourquoi ils auraient pas leur place, tu vois? Carrément. Je veux pas rentrer dans le débat, mais je le pose, tu vois. Donc en fait, on a en France, on a ce problème où on a diabolisé la nourriture rapide. Mais c'est pas forcément mauvais en fait. Donc c'est pour ça que vous mettez en restaurant. C'est pour pas rentrer dans c'est pour l'expérience. C'est pour l'expérience. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Le vivre, etc. Voilà. C'est vraiment pour l'expérience parce que. Mais si tu veux manger ton burger en un quart d'heure, tu rentres, tu le prends, tu fais t'emporter aussi. Tu fais emporter, tu prends ta livraison. Voilà. Mais moi, je veux que tu puisses vivre une expérience. Moi, ce que j'aime aux États-Unis. Ce que j'aime aux États-Unis, c'est le côté culturel qu'ils ont avec le sport. C'est un spectacle, ils passent du temps, ils le vivent, tu vois. Ouais. Nous, on est trop spectateurs. On n'est pas acteurs de ça. Alors que l'Américain est acteur même de ce moment-là. Et ils sortent d'un match, tu as toujours les brasseries autour ou les restos autour dans toute la ville où ils vont se poser. Il y a les résumés des autres matchs sur CNN ou je ne sais quoi, ou ESPN. Les gens sont là, ils mangent une pizza, ils mangent un burger, ils vivent un moment, tu vois. Et en fait, je voulais retrouver ça en France, je n'arrive pas à le vivre. Ou même, tu vois, l'expérience en France où, aux États-Unis, je veux dire, tu es à New York, tu prends, j'adore Prince Street Pizza, qui se trouve à Prince Street à New York. C'est un shop, il doit faire 10 mètres carrés, c'est des pizzas à la part. Ah oui, et manges, tout le monde mange debout dans la rue. Okay. En France, culturellement, on ne sait pas faire ça, on n'est pas éduqué comme ça. Et alors, c'est pas ce qu'on propose, mais moi, je voulais vraiment faire vivre une vraie expérience américaine. Et à la télé, d'ailleurs, on met très peu. Alors, on est à Marseille, tu veux voir l'OM, bien sûr, on te le met. Le jour où on est à Nantes, tu veux voir le FC Nantes, on te le mettra. Mais à la base, je demande à mes équipes qui nous mettent de la NFL, qui nous mettent de la NBA, qui nous mettent du hockey, qui nous mettent des sports américains. Je veux que tu vives une expérience à l'américaine. Ok, le but, c'est de faire une immersion. Un peu. Ok, je vois. Messieurs, je vais juste faire une petite coupure pub pour leur dire de liker, etc. Et coupure pub pour ceux qui sponsorisent l'épisode, c'est moi-même. Donc voilà. Je vous interromps une seconde pendant ce podcast. Si ce podcast est disponible, c'est grâce à notre application Opterus Desk. C'est la solution de réservation pour les restaurants qui permet de faciliter la communication avec ses clients directement par SMS afin d'améliorer la fidélisation, la récolte des avis Google et bien d'autres choses. Si vous êtes restaurateur et que vous êtes intéressé, on vous a offert 1 mois avec le lien qui est en description. Ça peut toujours être pertinent et je suis très content car depuis le début, toutes les personnes qui ont commencé un mois d'essai ont prolongé par la suite, ce qui est souvent bon signe. Deuxièmement, en ce moment, vous donnez énormément d'engagement au podcast et c'est exceptionnel. Ce que j'aimerais faire, c'est un petit défi, qu'on soit top 1 des tendances boostées. Et booster, c'est vraiment la chose que vous pouvez faire qui peut vraiment nous aider, nous, les petits créateurs. J'ai enregistré mon écran pour vous montrer comment faire ici. C'est quelque chose d'assez simple, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois par semaine. Vous pouvez aussi liker, partager, commenter la vidéo. D'ailleurs, petit jeu, je prendrai tous les commentaires et j'y répondrai tous. Et si vous voulez nous mettre les prochains invités, on les prendra en considération. Je vous souhaite une excellente continuation et on reprend le podcast. Comment on fait pour booster ?
Mais en fait, c'est sûr. Mais des fois, tu Moi, sais je qu'il y a sais pas faire, des moi, de téléphones ces qui peuvent pas. C'est vrai? Je sais pas pourquoi. Des comptes YouTube. T'écoutes beaucoup YouTube ou pas? Bon, je regarde plein de choses, ouais. Et ben normalement, tu peux. Tu vas sur téléphone, il faut que la vidéo ait 1 semaine maximum, 7 D'accord. jours. Et en fait, tu cliques sur la droite, à droite du bouton liker. Tu fais coulisser et il y a écrit booster. Vous pouvez booster 3 fois par semaine une vidéo. Si D'accord. vous voulez utiliser nos 3 boosts pour nous, moi je dis pas non. Vous parliez tous les deux des nouveaux restaurants qui allaient ouvrir. Comment on trouve le juste milieu entre donner des formules qui marchent, parce que vous avez vous pouvez sonder ce qui marche pas, vous posez énormément de questions, et laisser de la liberté. C'est quoi ce juste milieu? Comment tu dis à quelqu'un, tiens, c'est ton restaurant, fais ce que tu veux, mais... Alors déjà, tu lui laisses une fausse liberté. Il n'y a pas de liberté, en fait. Ouais, c'est une fausse liberté. Il y a À la conception, il y a la liberté. La liberté qu'on lui donne, c'est dans la direction artistique, dans l'identité qu'il y aura dans son restaurant. Dans une des recettes. Il y aura une recette régionale. Oui, il y aura une recette On va régionale, la construire avec le chef de là-bas. mais qui ne sera pas faite pour ce restaurant, Voilà, qui sera c'est faite ça. localement pour la région. Donc, mais c'est en amont. Tout ça, c'est fait en amont, quoi. oui, bien sûr. Une fois que le restaurant tourne, il n'y a plus de liberté. En fait, quand on dit, je pense que le franchisé qui arrive, on n'en est pas encore là, parce qu'il faut qu'on écrive et qu'on comprenne exactement ce qui marche et ce qui marche pas. Ça, c'est pas encore gagné. Mais quand on dit qu'on veut que le futur franchisé soit chez lui, c'est sa maison. Donc quand tu rentres chez toi, tu es content d'être dans tes meubles, d'être sur ta chaise, d'être dans ton canapé, d'être devant ta télé. C'est toi qui l'as construit. Donc c'est ça, en fait. C'est vraiment l'atmosphère dans laquelle il va rentrer. Et après, après s'il vient nous voir et s'il veut nous rejoindre, c'est parce qu'il sera... je vais pas dire fan, mais qu'il aura compris le produit qu'on veut vendre, l'ADN qu'on veut partager et l'ambition qu'on a de donner du plaisir, partager un moment dans l'assiette et autour de l'assiette aux consommateurs. Donc c'est pour ça qu'il va venir, qu'il va vouloir nous rejoindre. Et il nous rejoindra, et donc là il y aura des principes qui seront écrits sur lesquels ils ne pourront pas bouger. C'est aussi ce que les gens viennent chercher dans la franchise, parce que tu n'as pas besoin de réfléchir. Tout est écrit, tout est dicté, mais à côté de ça, quand il ouvrira le matin la porte... C'est son resto. Exactement, il verra, je ne sais pas quel artiste, je ne sais pas quel sportif en face sur son mur, ça le fera sourire, il va kiffer. Complètement. Tu vois, c'est génial. Complètement. De toute façon, l'univers va être engageant. Et on le voit aussi avec le personnel qu'on a, quand on parle de savoir-être, tout le recrutement, on l'a fait sur le savoir-être. Très peu sur le savoir-faire, à part les directeurs forcément, mais on est allé chercher des profils qui se sentaient bien là-dessus. Et tu regardes tous les profils que l'on a au resto, c'est des gens qui aiment le lieu, qui aiment ce qu'on propose, qui aiment l'art, qui aiment le sport. Et tu vois, sur les CV, et quand on a fait les entretiens, dans leurs yeux, tu vois, ah putain, street art, ah. Enfin, tu vois, ils étaient animés par ce qu'on allait proposer à l'intérieur du resto. Et je pense que l'univers qu'on va créer va servir aussi à engager des personnes qui vont se sentir bien dans cet univers-là, tu vois. Et puis ça peut aider aussi pour rassembler, trouver des personnes qui se ressemblent et donc qui s'apprécient plus. Moi, je suis très partie prenante d'être clivant un peu. En fait, c'est pas clivant, mais c'est d'être... S'assumer. C'est s'assumer. Voilà. Il y a aujourd'hui, on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de nouveautés. Donc, tu as vite fait d'être une étoile filante. Il y a plein de restos qui font très bien à manger, des petits, des grands. T'arrives, les tables, c'est la table comme le resto dans lequel tu as été mangé la semaine dernière. Le mur, il est très beau, c'est épuré, les assiettes sont super sympas, c'est joli, mais c'est impersonnel en fait. C'est trop générique. C'est impersonnel. Et donc en fait, tu rentres dans un restaurant, tu y as déjà été 1000 fois en fait. Alors que quand tu rentres chez Dos Burgers à Marseille, t'es jamais rentré dans un resto comme ça. Et tu vas t'en rappeler. Voilà. Je mettrai des photos pour illustrer, mais je pense que... Mais c'est sûr. Ouais. Il n'y a pas de sujet, en fait. Juste sûr. au décor, on se dit « Ah ouais, punaise, j'ai jamais vu ça ». Et après, que t'aimes ou que t'aimes pas... Tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles. Ouais, complètement. Tu et vois, ça, c'est une vraie force. Ben oui, et nous, on assume d'être... on assume ce qu'il y a sur les murs, on assume que Luigi soit sur un mur. Voilà, c'est cool. Ah, mais c'est vraiment... Enfin, tu vois, en plus, on parle indirectement, on parle de s'assumer et de vivre une vie inspirante, on va dire. Moi, aujourd'hui, je suis fan de Batman, c'est mes rêves d'enfant, je mets Batman partout où je peux, tu vois. Et je l'assume à fond, ouais, je suis fan de Batman. Et je serais fan de Pokémon, ça serait pareil. Il y a une toilette Batman. Ouais, la toilette, je l'ai full Batman. Genre, ça aurait pu être ma chambre d'enfant. Exactement. Mais je l'assume, et parce que je veux
que, et comme on dit, les gens qui sont pas fans de Batman, ils s'y reconnaîtront pas. Par contre, la référence va dire putain, c'est cool. Parce qu'il y a une vraie partie pris, il y a vraiment quelque chose. Bien sûr, ouais. Moi, aujourd'hui, de toute façon, tu le vois sur mes tatous, j'assume le grand gamin que je suis et je veux le vivre. J'ai été trop longtemps complexé par. Quand j'étais jeune, c'était ah, mais t'es un gamin. Tu sais, cette phrase, t'es un gamin. Mais j'ai toujours été un gamin. Mais c'est vrai, j'ai toujours été un gamin parce que j'ai jamais voulu grandir. J'ai toujours voulu m'amuser, jouer. Aujourd'hui, je m'amuse. Dans l'entrepreneuriat, je m'amuse. Je prends des risques. L'argent n'est pas une fin en soi. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on prend beaucoup de risques, nous les entrepreneurs. Tu veux en gagner, mais si t'en perds, tu vois, c'est le jeu. Hein. Et aujourd'hui, je m'amuse dans tout ce que je fais. Et je pense que c'est vraiment ça important. Et les gens le ressentent. Quand tu prends plaisir à faire les choses, bah, je pense que tu dégages une énergie, en tout cas, que les gens le ressentent. Bah, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, et moi, je tiens à réaffirmer ce que j'ai dit. Pour moi, c'est le juste milieu, l'univers que vous avez choisi. Parce que j'ai l'impression que les gens parlent de Joss Burger, puis après, c'est secondaire. Mais d'ailleurs, t'es même pas au courant, c'est le champion du monde de burger et Sébastien Chabal qui se sont associés. Ah ouais, truc de fou. Et c'est dans l'histoire. Mais les fondamentaux, c'est Joss Burger et l'univers qu'il y a autour. C'est que nous, on adore ce qu'on a fait. Ouais, mais ça Et marche. on sait que ça marche. Non, mais les clients, tu vois ce que je veux te dire. Oui, Mais ils adorent. C'est important d'avoir Ouais, voilà. Mais tu vois, tu nous dirais, j'aime pas, parce que c'est pas à mon goût, et bien ça serait aussi important pour nous. Parce que déjà, on peut pas plaire à tout le monde. Si tu plais à tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Enfin, généralement, ça marche pas. Et donc voilà, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est affirmer l'identité et ce qui se passe dans la tête de Johannes dans le lieu. Et après, enfin, dans l'assiette, mais d'abord, les gens, ce qui rentrent, ils rentrent dans un lieu. Et donc, comme on l'a déjà dit, super si t'adores, on est content que le plus de monde adore, mais ceux qui aimeront pas, eh ben, ils s'en rappelleront quand même. Et c'est cool, en fait, c'est bien d'avoir des opinions. C'est bien de dire, ben, moi j'aime pas, en fait, c'est pas grave, il n'y a rien de très grave, en fait. Vous voulez pas faire un univers qui laisse indifférent? Non. Puis, enfin, tu vois, comme il a dit, c'est Youssoupha qui dit ça dans une de ses musiques. C'est qui? Plaire Parce que là, Youssoupha. t'as parlé trop vite. Là, C'est Youssoupha qui dit dans une de ses musiques, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et c'est vrai aussi, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'on s'assume et on assume ce qu'on fait. Aujourd'hui, demain, encore une fois, tu nous diras, je pense que tu devrais mettre du bleu. Je dirais, écoute, je m'en fous, c'était pas. Non, mais c'est moi, ça, c'est en fait. mon délire, c'est mon kiff, c'est mon rêve de gamin. Aujourd'hui, j'essaye à ma petite échelle de vivre mes rêves, tu vois, et ben je fous ce qui se passe dans ma tête sur des murs, dans des assiettes, je m'éclate, tu vois, et je pense que aujourd'hui c'est hyper important de s'assumer à fond dans un monde qui va 3000 à l'heure, dans un monde où il y a beaucoup plus de jugements qu'avant. Les réseaux sociaux ont du bon mais ont du mauvais parce que tout le monde donne son avis sur tout. Aujourd'hui, je pense que si tu t'en fous de ce que les gens te disent et que tu assumes complètement ce que tu fais, tu vis une vie à peu près inspirante. Tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait 3 choses pour passer un bon moment dans un restaurant: ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu goûtes. Comment elle se résume l'identité de Joss Burger dans les burgers, quoi? C'est des burgers à l'américaine avec une petite French touch. Moi, je dis beaucoup, le burger, c'est un plat entre 2 tranches de pain, grosso modo. Okay. Si on doit donner un côté réducteur, en fait, c'est ça. Tu réfléchis à une sauce, tu réfléchis à une protéine, tu réfléchis à, moi j'appelle une green touch, donc toujours un peu de végétal pour amener de la fraîcheur, pour amener de la texture aussi. Je rajoute toujours une crispy touch pour amener vraiment un jeu de texture dans le burger. Et en fait, finalement, tu le construis comme un plat. Donc il y a toujours de la texture, il y a un équilibre de saveur. Et l'expérience Joss Burger, c'est un burger américain bien fait. Enfin, c'est bien fait, c'est pas le bon mot parce que ça veut dire que les autres sont mal faits. C'est pas du tout ça, mais c'est en tout cas avec une conviction. Voilà, un burger américain avec conviction. Ok. Tu penses qu'on est on est différent du palais des Américains? Je pense complètement, oui. Et qu'est-ce qui différencie? Je pense que c'est dans les habitudes alimentaires. Eux, ils ont l'habitude de manger assez gras et assez sucré. Forcément leur palais est habitué à ça et eux ils perçoivent pas comme trop gras ou trop sucré. Nous français, tu vas là-bas, tu vois dessus la différence, hein. Okay. Et on a mangé dans des tables qui étaient faites par des chefs français. Même nous on s'est dit mais attends, c'est pas possible qu'ils fassent ça. C'est pas possible. Parce mais que aux je pense États-Unis, que ça faisait 15 piges que le chef était là-bas et finalement puis c'est adapté à la clientèle, en fait, culturellement, parce que la clientèle mange, en fait. Exactement. Tu vois, tu vas manger dans des ça m'avait choqué, j'avais pris ça, je me suis dit s'ils le mettent, c'est que ça doit pas être dégueulasse. Bah si. Et on était allé dans un... Merde, les trucs où tu déjeunes là. Breakfast? Non, mais tu sais, les cafettes de... Tu sais, où tu vas prendre les petits déj là. Et je vois un waffle chicken cannelle. Gaufre, poulet cannelle du coup? Ouais. Ok. Crème à la cannelle, poulet gaufre. Ok. Je me dis, si c'est à la carte, c'est que des gens doivent manger ça, tu vois. Ouais. Je l'ai goûté par curiosité, je suis quand même quelqu'un de curieux. Je me suis dit, mais comment ils font pour manger ça? C'est immangeable. Bon, déjà, l'appellation, tu te dis déjà que c'est immangeable. En tant que Français, tu te dis, c'est pas possible. Ça existe, tu vois. Donc, et c'était pour pas revenir bon. à ce que...
Il y a des choses qui doivent rester là-bas, tu vois. Mais encore une fois, je pense que là, on rigole, mais après, c'est juste que culturellement, c'est différent, c'est tout. C'est quoi ton burger préféré de la carte? T'en as un? Moi, j'aime tout ce qui est épicé. Donc, Ok. on en a un avec une mayo larissa, on en a un avec une mayo jalapeno. Pour moi, il y a match entre les deux parce que j'aime l'épicé. Et encore une fois, tu vois, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est pas assez épicé. » Je dis « Mais si, le burger que je te fais l'emporte avec que tu as le feu, c'est que je l'ai mal dosé. Tu vois, le piquant, pareil, il faut bien le doser. Le piquant, c'est aussi un exhausteur de goût. Ça te permet de sublimer le truc si c'est bien dosé. S'il y en a trop, ça devient immangeable. Et si c'est juste pour se mettre le feu, bois de la sauce piquante et ça suffit, tu vois. Mais encore une fois, c'est tout ça pour revenir à ce qu'on dit depuis le début, c'est penser à des choses équilibrées. C'est du piquant sans être trop. T'as ce côté-là, mais tu l'as pas à outre mesure. T'as le sucre dans le confit d'oignon au whisky, mais c'est pas trop sucré parce que t'as le pickles qui va amener l'acidité pour contrebalancer. C'est vraiment un plat réfléchi dans son entièreté. Ok. J'essaierai de goûter les burgers piquants. T'en as un, toi? C'est compliqué parce que c'est tout bon, mais moi je reste sur le Big Gribish, qui est on va le dire, le Big Mac. Parce que c'est vrai que Johannes l'a pas dit là, mais souvent il fait référence à ce que fait McDo très bien depuis 70 ans, 60, 70, 80 ans. Et donc il y a des codes qui sont là, qui sont universels. Et donc il y a le Big Gribish qui est inspiré du Big Mac. Et qui est juste canon. Tu as cette sauce qui te reste en bouche, un équilibre parfait, voilà, un truc simple mais très travaillé, qui est fou en fait. Et tu y reviens tout le temps et tu as toujours le même plaisir. Et puis ça doit être un peu plus simple à manger, un palais qui est habitué, on va dire, ou Ouais, pas? oui, carrément, mais ça t'apporte un repère en fait, parce qu'on a tous mangé au McDo dans notre vie, et tu dis putain, je l'ai déjà mangé. Il y a ce truc. Mais en mieux. Après, c'est à chacun. Oui, Voilà, ça t'amène des codes, oui. en tout cas. Normalement, oui, ça te rappelle quelque chose. Le burger champion du monde, il y est à la carte? Non, pas du tout. Il est trop compliqué. Ah ouais? Tu vois, parce que c'est des burgers, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de cuisine. Ok. Notre concept, c'est de faire une franchise. Je peux pas demander un niveau d'exigence tel quel à l'intérieur de chaque cuisine, tu vois. C'est pas quelque chose qui est industrialisable. D'un côté, c'est rassurant parce que tu te dis l'exceptionnel peut pas être duplicable. Et c'est des trucs qu'on pourra faire sous forme de pop-up, tu vois. Comme le champion d'Europe, comme le champion de France. Le champion de France, c'est un ketchup de tomates anciennes. Donc moi, je suis du Gard, fait par un éleveur des Cévennes, fumé au foin de Crau, qui est le seul foin du monde AOP, des pickles de salicorne. Enfin bref, c'est pas duplicable. Tu peux pas y arriver. Donc du coup, ces burgers-là nous serviront à faire des pop-up, à faire de l'événement, à créer des choses autour de nos lieux, mais ça sera jamais à la carte. C'est spontané. Ouais. Ok, d'accord. Aussi, aujourd'hui, si on voulait faire un burger champion du monde, je dis pas que personne pourrait se l'offrir, mais ce serait pas abordable au Si, c'est pas une question de prix. En C'est termes même de pas prix, une c'est question juste de en prix. termes de technicité, De travail, tu vois, de par exemple, travail. le ketchup, c'est un ketchup qui devrait durer 8 heures. Enfin, ce que... Ouais, puis la fumaison, enfin, tu vois, je le fume, comme je te dis, au foin. Enfin, c'est long. Ouais. Et aujourd'hui, alors finalement, si tu dois valoriser la main-d'œuvre qu'il y a Ah oui, derrière, il faudrait le vendre cher. effectivement, tu devrais le vendre beaucoup plus cher. D'accord. Et au bout d'un moment, les gens sont pas prêts à payer un burger. En tout cas, c'est pas la vision que j'ai du burger. Quand je te disais tout à l'heure que c'est démocratisé aux États-Unis, il y a une base, c'est que ça doit pouvoir se manger en marchant et ça doit être populaire. Ok. Et moi, je veux quand même si des fois, tu as des burgers qui sont peut-être un peu plus chers, mais l'idée, c'est de rester là-dessus. Moi, jamais de ma vie, je vendrai un burger au-delà de 30 balles, et même à 30 balles, j'y arriverai jamais. Non, mais même déjà aujourd'hui, on n'a pas de burger. Le burger frites, on est en dessous de 20 €. Et déjà, 20 €, c'est un budget pour beaucoup de monde. Enfin, il faut être très conscient aussi du monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important, je crois, pour nous deux, c'est de rester accessible. Mais quand tu dis ça, et que tu t'assois 2 secondes, tu prends un peu de recul, tu dis 20 € pour manger, c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de monde. Enfin, non, mais tu vois, c'est important. Et finalement, quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe, un menu signature à McDo, donc qui est un peu leur haut de gamme, t'es à 15 balles. C'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est pour ça. Enfin, tu vois, et tu vas dans une brasserie lambda qui n'est pas spécialisée dans le burger, et encore une fois, je ne juge pas, mais qui n'a pas le travail d'élaboration que je peux faire derrière chaque recette, tu vas payer dans une brasserie classique un burger 25 balles. Donc tu vois, finalement... Même entre 18 et 25. Ah ouais, non, mais je pense que là, on est au bon endroit en termes de prix, mais j'ai pas envie de le vendre plus cher, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'être accessible et de pouvoir permettre à tout le monde de manger ce burger-là, tu vois. C'est quoi le ticket moyen, à peu près, si on veut venir chez vous et manger un bon burger, qu'est-ce qu'on doit débourser? Le burger, frites, t'es entre 16 et 19 euros. Ouais, parce que le burger le moins cher, c'est le classique, but not so classique, c'est le 14 sans frites, 16 avec les frites. Et le plus cher doit être à 20 avec les frites, ou 19 avec les frites.
Tu vois, les frites, on les valorise même pas. C'est 2 euros. Ah la ouais frite. Enfin, tu vois, c'est 2 euros. En fait, nous, le travail, il est sur le burger. Donc, Ok. le burger a son prix. Le reste, on n'est pas là pour gagner de l'argent, pour te vendre un produit. Des fois, Bon, tu vas pas te vendre la frite à 5 frite. euros, Mais- quoi. C'est pas. Et tu vois, C'est des fois, souvent tu ce le qu'ils vois. font, hein. Ah, mais Ben c'est oui, toujours ce c'est qu'ils font. parce que tu vois, il y a des restos, c'est intelligent, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Enfin, c'est intelligent, oui et non. Hein. Moi, je suis pas comme ça. Ils vont vendre le burger 10 balles ou 11 balles, ils vont te dire, ah, ben c'est pas cher le burger. Sauf derrière, t'as la frite à 4 balles et t'as un coca canette à 4 balles. Oui, voilà, c'est ce Donc que finalement, c'est ça les techniques. souvent. nous, les boissons, c'est bio et français. On les vend 4,50, mais on les paye peut-être 3 fois le prix que ce que tu vas payer un coca canette. Ok. Donc finalement, encore une fois, on peut pas l'expliquer comme ça à tous les consommateurs qui rentrent chez nous. Oui, si tu prends un burger, frites, boisson et un dessert, tu vas t'en sortir À pas 30 loin de 30 balles. balles. Tu vas être à 30 Mais balles. par contre, tu as consommé français. Aujourd'hui, je suis petit-fils d'agriculteur, comme le disait Seb tout à l'heure. Bah, je tiens aujourd'hui à consommer français, à valoriser nos savoir-faire, à valoriser notre artisanat, parce que petit à petit, il est en train de se perdre finalement. Et c'est un parti pris de travailler tout en français, mais ça a forcément un coût. Mais quand tu manges 30 balles chez nous, je pense que notre food cost est bien moins bon que certains où tu vas manger 16 balles chez eux, un burger frites, boisson, tu vois. Parce que nos produits ont un coût. Mais ouais, mais enfin, même 30 euros pour manger français bio, etc. Je savais pas que c'était faisable. Enfin, en tout cas, dans de la restauration. Si, peu tu que j'ai peux pu l'être faire. Ah aujourd'hui. ouais. Si, bien sûr, aujourd'hui, bah, tu vois, encore une fois, tu regardes, je sais pas, il y a eu une épreuve à Top Chef là récemment où le but c'est de faire un plat gastronomique avec le moins d'argent possible et en allant sur les marchés. Si tu cuisines, tu peux y arriver. Aujourd'hui, le cuisinier qui prend le temps d'aller sourcer ses produits, d'aller chercher, au contraire, ça coûte moins cher d'aller chez le petit producteur local, d'aller chercher les légumes chez lui, d'aller chercher la viande chez ton boucher et d'aller chercher ton miel chez l'apiculteur que d'aller en grande surface, en GMS ou d'aller. Donc aujourd'hui, cuisiner pas cher avec des bons produits, on y arrive. C'est juste que pour le consommateur, bah, c'est compliqué par la vie qu'on a aujourd'hui. Dans mes études, j'avais fait une comparaison sur les modes de vie actuels et d'avant. Et aujourd'hui, tu te rends compte que je crois que tu passes 2 heures de plus par jour dans les transports, qui sont en commun ou en voiture, ouais. Mais comparé il y a 20 ans. Tu vois, on se rend pas compte, mais ça va vite. Ouais, je pense qu'en moyenne, tu dois passer 3 heures sur les réseaux sociaux. Ah, mais c'est fou. Ouais, Donc sur en fait, les gens mais- cuisinent plus. Et la facilité, mais même moi, le premier, des fois, j'ai pas le temps, je prends un drive. Après, tu peux choisir des bons trucs en drive, mais par contre, le produit bio que tu vas acheter chez Leclerc au drive, bah, tu vas chez ton petit producteur d'à côté, tu vas payer 4 fois moins cher, tu vois. Donc en fait, manger français, local et bio, bah, c'est facile. C'est juste Et que ça demande du travail. Ouais, ça demande une agilité, une logistique un peu différente. Mais aujourd'hui, tu y arrives. Et si t'as pas le temps et que t'as de l'argent, bah regarde, moi je te dis, je me fais chier, je prends du bio et du français à Leclerc, par exemple, tu vois. Ça, on y arrive aussi. Mais encore une fois, c'est juste une question de temps et d'argent, quoi. Souvent, les gens aiment bien quand on demande ça, une recette pour ceux qui nous écouteraient, qui aimeraient faire un bon burger. Il y a des règles pour faire un bon burger, quelque chose où tu es sûr de réussir? Des règles de base. J'ai écrit un bouquin il y a 1 an et demi où j'explique vraiment tout, qui est assez formateur pour le coup, parce que c'est pas un vrai livre de recettes. J'explique élément par élément comment les faire et je laisse une part à la créativité. Mais grosso modo, il faut absolument faire toaster ses buns, parce que tu fais une fine couche protectrice qui évite que le pain s'imbibe. Grosso modo, c'est une viande à point, parce qu'il faut la choisir à 20% de matière grasse pour qu'il y ait du gras et qu'elle reste juteuse malgré qu'elle soit un peu plus cuite. Il n'y a qu'en France où on mange des burgers saignants. Moi, je mange la viande bleue, mais sur un burger, ça sert à rien. Il y a du sang qui coule dans la viande. Ouais, à point, c'est bien. Et une viande grasse. Et une viande grasse pour qu'elle soit Pour qu'elle quand même reste moelleuse. juteuse, D'accord. pour que y ait quand même, le gras donne le goût. Hein. Donc, c'est important. Voilà, t'as au moins ces 2 choses-là qu'il faut absolument savoir. Ok, si t'as ça, normalement t'as les Et bases pour faire un faut- bon burger. accessoirement, faut savoir faire une bonne sauce. Ouais, voilà. C'est La ça sauce, fait c'est ce qui beaucoup, reste, c'est ce qui reste dans la bouche. Hein. Bah, Enfin, ouais, bien sûr. non, mais tu vois, avoir une bonne sauce, c'est important. pour ça que Savoir les la faire ou la choisir, en fait. Mais les avoir gens une- se rendent pas compte. Tu vois, souvent, les gens, ils disent... Alors, tu vois, dans toutes les affaires que j'ai eues jusqu'à maintenant, les gens disent... C'est un burger, mais il faut réserver. Mais il y en a 2 heures d'attente. Parce que les gens ont cette image du fast-food où c'est facile, c'est prêt, diplôme d'avance. Mais quand tu fais tout maison, ça prend du temps. C'est un vrai plat. Tu fais ta mayo maison, tu fais ton ketchup maison, tu fais tes pickles maison. Si t'as... tu vois, par exemple, un montage de burger, souvent, moi, j'ai 7 manipulations Sur un burger? sur un burger. C'est énorme. Ça me paraît énorme. Ben, tu prends des plats étoilés des fois et il y en a un peu plus où tu es dans ces eaux-là, tu vois. Donc finalement, il y a beaucoup de manips sur un montage de burger. Donc en fait, c'est juste arriver à faire comprendre aux gens que c'est pas
Un fast-food, c'est pas un truc où ça va très vite, mais aujourd'hui, tout est cuisiné, tout est préparé, et forcément, ça prend un peu plus de temps. Du coup, c'est ce qui vous rend aussi unique, c'est que ça montre que les gens ne sont pas habitués à un burger travaillé qui va être 30 minutes à être servi, etc. De plus en plus, quand même, je trouve, parce que, tu vois, là, nous, on est en train d'essayer de créer une franchise, et j'ai plein d'amis, parce que le burger, c'est un petit monde, et la pizza aussi, donc j'ai plein d'amis pizzaiolo qui font des burgers, et t'as énormément de burgers gourmets aujourd'hui, et des mecs qui travaillent très très bien, et qui dans leur petit bouclard ou dans leur petit resto vont proposer des burgers hyper haut de gamme. Alors encore une fois, chacun avec son identité, il y en a ça va être des produits très terroirs à la française, nous c'est pas le chemin qu'on a pris, mais j'ai rien contre ça, et en fait les gens commencent à être sensibles aux burgers gourmets, aux burgers terroirs aujourd'hui. C'est juste que nous on va sur un chemin où on aimerait franchiser pour l'ouvrir au plus grand monde, mais aujourd'hui je pense de plus en plus de gens sont sensibles aux burgers travaillés. Aujourd'hui, les affaires que vous avez pu construire vous ont aidé à monter Just Burger. Quelles erreurs vous n'avez pas reproduit du coup? On a commis plein d'erreurs. Ah ouais. Bah oui, dès le début, tu le disais, que vous aviez tenté quelque chose. On a tenté de péter le modèle en fait, parce que c'est plutôt venu de ma partie, parce que je pense que Johannes était très convaincu, avait déjà écrit Joe's Burger, ça s'appelait pas comme ça, mais ce qu'on déploie aujourd'hui, Joe l'avait déjà écrit, imaginé il y a longtemps, et c'est moi qui suis arrivé en essayant de réfléchir un peu différemment. Je suis convaincu que l'idée était bonne. Elle était peut-être pas transposable, et on s'y est mal pris aussi, c'est une certitude. Donc bref, on va pas revenir là-dessus. Moi j'ai des activités, mais c'est des activités que j'ai pas forcément créées de from scratch. Okay. Donc j'avais pas forcément cette maîtrise-là. Et après, quand je m'engage dans quelque chose, je mets souvent les œillères et je regarde pas trop ce qui se passe en fait, et je compte à la fin. Et des fois, quand tu comptes à la fin, tu te rends compte que le panier était très percé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Aujourd'hui, on est assez convaincus sur le fait que cette aventure va réussir, va marcher. En 1 an et demi ou 2 ans qu'on se connaît, je nous trouve beaucoup plus posés. parce que aujourd'hui... C'est même moi qui mets le frein aujourd'hui. Oui, parce qu'on a plein d'opportunités de par nos notoriétés, de par le savoir-faire de Johannes, de par le petit réseau qui nous regarde. On a beaucoup de gens qui nous sollicitent, et aujourd'hui, on sait ne pas regarder les choses, on sait dire non, on sait dire on attend. Savoir dire non à quoi? À ouvrir un énième restaurant, un une deuxième... opportunité, mais en fait, des opportunités, il y en a plein, en fait. Ouais. Tu as toujours des opportunités, des bonnes et des moins bonnes, des fausses bonnes opportunités et des bonnes opportunités. Mais quand c'est pas le moment, et des opportunités, moi, c'est ce que j'ai aussi appris à voir et à constater, c'est que il y en a une que tu prends pas, il y en a 10 qui vont passer encore derrière. Il y a toujours des choses qui passent. La synchronicité. Oui, et puis on pense toujours que si on prend pas ce train-là, il y a plus de train. Mais des trains, il en passe toute ta vie en fait. Il suffit juste de les voir. Il y en a certains qu'il faut pas rater. Il y en a certains qu'il faut pas rater, mais en tout cas, si là on parle de ouvrir une affaire ou pas aujourd'hui ou pas. Des opportunités comme ça, elles seront toujours présentes en fait. C'est vrai que en France, l'échec est vraiment pointé du doigt. Complètement. Alors que pour moi, c'est un processus obligatoire vers la réussite, parce que si tu te plantes pas, c'est triste, mais tu peux pas apprendre. Et le système scolaire, tout nous apprend à ne pas échouer. Si tu échoues, non, mais t'es pas bon pour l'école, tu vas faire des métiers manuels. On les dénigre déjà, alors qu'aujourd'hui, personnellement, si j'avais été orienté vers des métiers manuels, je dis de manière maladroite que j'ai perdu 10 ans de ma vie, c'est faux, j'ai vécu des choses et tout. Mais je pense que si on ne m'avait pas éduqué en disant que les métiers manuels c'est dur, il y a de la pénibilité, vaut mieux être assis derrière un bureau, j'aurais fait autre chose avant, tu vois. Et j'aurais peut-être trouvé ma voie plus tôt. Je ne suis plus à l'école, mais je trouve de manière générale quand même qu'on te pousse beaucoup à faire des études. Mais pourquoi faire des études ? D'ailleurs, faire un CAP, c'est faire des études. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Je trouve qu'on te pousse trop à aller chercher une fausse excellence ou un faux confort de vie aujourd'hui. Moi, je viens d'être papa, mais les enfants de ma compagne, qui a une fille de 10 ans et un petit de 13 ans, des fois quand on parle, je dis, mais tu sais, dans la vie, le but, c'est d'être heureux. Vaut mieux que tu choisisses un métier peut-être pénible, peut-être difficile, mais que tu sois épanoui dans celui-là, plutôt que de faire ce que tu entends et qu'on te dit que c'est bien d'être docteur ou je ne sais quoi, et de ne pas être épanoui. Aujourd'hui, c'est ça le plus important.
Donc là, on parle de l'échec de manière générale. Et moi, donc en entrepreneur, j'ai foiré des choses. J'ai planté une boîte. Bon, je pense que tout entrepreneur te dira que ça lui est déjà arrivé aussi. Et c'est important aujourd'hui de se rendre compte des erreurs que tu as fait pour avancer. Et moi, aujourd'hui, la plus grosse leçon que j'ai prise, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas et je ne veux pas tout faire moi-même. T'arrives à déléguer ? Ouais, avant, je savais pas faire. Aujourd'hui, oui. Et puis, on a des discussions souvent sur un jour potentiellement faire entrer des gens au capital, intégrer des savoir-faire et des savoir-être dans la boîte. Alors, pas forcément capitalistique, mais en tout cas d'embaucher des gens qui savent faire les choses. Aujourd'hui, je pense que c'est hyper important d'avoir l'humilité de se dire que le monde aujourd'hui va vite et compliqué et qu'on n'est pas bon partout. C'est l'exemple du sport que je te disais tout à l'heure. Hein. Tu es bon en numéro 10, tu n'es pas bon en pilier. Va mettre un 10 pilier, aujourd'hui, il se fait crever. Pour moi, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est de ne pas faire les choses tout seul. Et c'est ce que j'ai fait avant dans toutes mes boîtes. Mais tu t'épuises et puis tu n'es pas bon partout. Et toi, tu n'as pas eu un excellent rapport à l'école ? Si, j'étais très bon élève, moi au contraire. Ok. J'étais très bon élève. Mais en fait, vu que j'étais bon élève, je ne me suis jamais posé les questions. Et on t'a dit, fais des grandes études. Et puis mes parents, c'était fais bac S parce que ça t'ouvrira le plus de portes possible. Ce qui n'est pas faux en soi. Mais, et en fait, tu vois, vu que je viens d'une famille d'agriculteurs et de viticulteurs, ma grand-mère et mon grand-père, c'était sois bon à l'école, professeur, c'est bien, t'as beaucoup de vacances et tu travailles pas beaucoup. Ouais. Mais en fait, tu vois, au final. Non, mais c'est vrai, c'était nous, c'était les grands-parents. Non, mais ouais, pour eux, la vision, c'était c'est pas pénible et tu travailles peu. La planque, en fait. Mais aujourd'hui, si t'es prof, que tu gagnes 2000 ou 2500 balles par mois, que t'as que 18 heures, mais si t'aimes pas ton métier, mais ça sert à rien. Complètement. Vaut mieux gagner 1500 balles, faire 40 heures et être heureux, rentrer chez toi avec la banane, t'occuper de ta famille correctement, plutôt que de faire un métier où tu gagnes bien ta vie, où t'es malheureux. C'est un enfer. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde où, j'ai pas envie de mettre un pourcentage, mais t'as beaucoup de gens qui font un travail alimentaire, qui font pas un travail où t'es épanoui. Et tu te rends compte... À 70 piges, peut-être que tu as raté ta vie parce que tu n'as rien fait de plaisant pendant toute ta vie. C'est aussi pour ça, alors, c'est un immense débat et on ne va pas y aller dedans, mais c'est aussi ce qui a mis en exergue le Covid chez les personnes de notre âge, voire un peu plus âgées, mais chez les jeunes. Aujourd'hui, on ne comprend plus les jeunes. Enfin, toi, tu es jeune, tu as 20 ans. Moi, j'ai presque 50 ans. Alors, j'ai une fille qui a ton âge. Des fois, t'es plus connecté, en fait. Mais nous, elle fait une école d'art, et c'est pareil, on lui dit, depuis petite, sois heureuse, et on s'en fout. Ce que tu fais un métier que t'aimes. Et on est ravis qu'elle fasse cette école d'art, parce qu'elle veut faire ça depuis qu'elle est toute petite, et puis elle s'épanouit, et elle est heureuse. Mais aujourd'hui, je pense que votre génération l'a compris. Et votre génération, nous, il fallait qu'on ait un CDI, qu'on achète notre baraque. Enfin, on reproduisait le modèle de nos parents. Et la sécurité, c'était ça. Mais aujourd'hui, vous attachez plus à rien. Alors des fois, pour des gens comme nous, des vieux, on se dit, mais en fait, ils n'ont plus aucune valeur, ils n'ont plus aucun respect pour rien. Mais qui est-ce qui a raison, en fait ? Je dis pas que c'est nous. Je suis pas sûr que ça soit vous, parce que je pense qu'il y a un équilibre qui va se recréer entre les deux. Donc voilà, le monde évolue vite, le monde est différent, il n'était pas mieux avant, le monde de mes grands-parents n'était pas mieux que celui que j'ai vécu, pas mieux que celui de mes parents, il était différent, et le monde dans lequel vous vivez, ou comment vous appréhendez le monde, encore une fois, c'est différent, mais il n'y a pas de vérité. La vérité, en tout cas, c'est ce dont les gens s'aperçoivent de plus en plus, et c'est ce que Johannes vient de dire, c'est essayons d'être heureux, quoi. Essayons de kiffer ce qu'on fait. Et oui, et vous, nous, enfin moi, Johannes est encore bien plus jeune que moi. Moi, mon terrain de jeu, c'était mon village et les 2 villages autour, tu vois, parce que j'avais une mobilette. Vous partez en Australie, vous partez aux États-Unis, vous partez en Amérique du Sud, en deux coups de cuillère à peau, vous êtes dans un avion, ça coûte presque plus rien. Vous restez 1 an là-bas parce qu'il y a des moyens de... C'est incroyable, c'est génial, donc profitez-en. Voilà. Moi j'ai grandi, tu vois, je suis pas vieux, j'ai 37 ans, mais j'ai grandi quand j'avais 18 ans. Mon objectif c'était de jouer au rugby avec les copains, de faire l'apéro dans mon village tous les week-ends, et je voyais ma vie comme ça. Pour moi, New York c'était l'autre bout du monde. Ouais. Et aujourd'hui, en ayant beaucoup voyagé grâce à mon métier, en m'étant ouvert l'esprit, en rencontrant des gens, j'ai l'impression que le monde est presque petit. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'avant, il me paraissait immense. Et aujourd'hui, je me dis... Il paraissait même inatteignable. Ouais, c'est ça, inatteignable. Et aujourd'hui, en rêvant grand, en se donnant les moyens et en se disant rien n'est... Parce qu'aujourd'hui, comme dit Seb, ça coûte...
c'est pas inenvisageable. Avant, un billet d'avion, tu te saignais 10 piges pour te payer des vacances, tu vois. Aujourd'hui, tu as des petites compagnies, tu peux arriver à voyager à des prix pas chers. Les jeunes, vous êtes beaucoup plus aventuriers que ce que nous, on a pu l'être à l'époque. Et le champ des possibles est infini. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça permet quand même de vivre des expériences qu'on ne vivait pas avant. Et c'est pour ça que je rejoins quand même Seb sur ce qu'il dit. C'est que je pense que vous êtes une génération qui aura plus d'armes pour changer le monde parce qu'il y a moins de barrières que ce que nous, on avait. Et puis on les écoute moins, j'ai l'impression. Ah oui. J'étais parti un peu pour faire plaisir à mon père en médecine, parce que pareil, famille dans le BTP. C'est pour ça le costard. C'est pour ça le costard, ouais. C'est pour ça que j'écris très mal. Faut que tu l'amortisses en fait. Regarde, papa, je suis bien habillé, ça va. Et famille dans le BTP, il m'a dit, mais mon fils, tu sais, s'il faut réussir, faut être médecin, avocat ou... Ce qu'on entend tout le temps. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que dans le BTP, il a une bien meilleure situation que la majorité des gens. Que beaucoup de médecins, ouais, sûrement bien. Certain. Et en fait, t'es pas heureux et c'est impossible. Exactement. Mais t'as des bons exemples, Altrad. Non, mais il y en a des millions d'exemples. Tu vois, t'as des millions d'exemples d'aujourd'hui. Fais un métier manuel, la cuisine, c'est un métier manuel, hein, fais tous des métiers manuels aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont bien plus épanouis qu'assis derrière un bureau où finalement tu te fais chier. Il y en a que c'est leur conviction, hein, mais il y en a d'autres qui sont pas épanouis. Et puis, alors là, on est en train de faire des digressions parce on est parti du burger. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, les métiers intellectuels. Ouais. Avec l'IA, c'est vrai qu'il commence à être chamboulé. Hein. On sait pas ce que ça va devenir en tout cas. En tout cas, le maçon, il est sûr qu'il va continuer à monter des murs, quoi. Ouais. Tu vois, là, je vois pas ça. Et le plombier qui va continuer à poser. Il y a le plombier, mon père. Et qui va gagner très bien sa vie s'il est bon, qui respecte ses clients, ses délais, c'est un bon artisan. Moi, j'orienterai plus mes enfants à faire ces métiers-là, si tant est qu'elles soient heureuses ou qu'ils soient heureux et que ça leur plaise, plutôt que de faire marcher sa matière grise. Si en plus ça leur plaît. Mais parce que déjà, tu vas gagner ta vie, et tu vas bien gagner ta vie, parce que les artisans gagnent très très bien leur vie. Ceux qui travaillent bien gagnent très 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 bien leur vie. D'ailleurs, un bon artisan, c'est impossible à trouver, parce qu'il est plein pendant les 10 prochaines années. Donc c'est canon. Moi, j'adore ça. Et aujourd'hui, s'il faut on parlait un peu de l'école, moi, j'ai refait un MBA après le rugby, parce que j'avais pas été à l'école, j'avais un bac pro tourneur-fraiseur, et que je commençais à avoir des entreprises, je savais que je voulais être entrepreneur, je voulais comprendre le monde de l'entreprise, et puis tu vas savoir gérer une entreprise, en fait. Bien sûr. Et il y a une phrase que j'ai retenue du cursus que j'ai fait, c'est le nouveau directeur qui était arrivé à l'EM Lyon, qui a dit, demain, il faut que vous soyez capable de désapprendre pour réapprendre. Parce que le monde va trop vite, le monde change vite, et nous, c'est bon, notre métier, on va le faire jusqu'à la fin de notre vie. Peut-être qu'on va changer une fois, mais vous allez peut-être changer tous les 5 ans. Vous allez peut-être faire 10 métiers. Et donc, de savoir désapprendre pour réapprendre, ça va être obligatoire parce que ça accélère et ça va trop vite, en fait. Donc, ce que tu faisais d'une manière hier, tu le feras peut-être d'une autre manière demain. Et donc, il va falloir que tu désapprennes comment tu faisais pour réapprendre à le faire différemment. Et pour un autre métier, pour une autre activité, pour une autre cible. T'adapter, quoi. Exactement. Donc, et j'ai trouvé ça apprendre à désapprendre. Je trouve que ça fait réfléchir. Ça veut dire qu'il faut te remettre en question en continu. Il faut accepter que ce que tu sais n'est plus à la page et tu dois l'oublier. C'est chaud quand même. Hein. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Apprendre, je trouve que ça la passionne beaucoup et moi je me la suis découvert après l'école. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais parce que l'école peut-être te bride. Enfin, moi j'étais un très bon élève jusqu'en 6e. J'ai croisé une professeure sur lequel je me suis braqué. J'étais con, j'ai tout arrêté en fait. J'ai plus rien fait, j'étais nul. Une mauvaise expérience. Je faisais des bêtises pour faire rire mes copains en fait. Ouais, mais puis après l'école, tu vois, pour y revenir, moi je trouve qu'au contraire, au-delà de te brider, c'est qu'on veut t'apprendre plein de choses et plein de choses que tu t'en branles. Enfin, pardon. Non, mais c'est ça. Plein de choses dont tu te fous. Et là, j'ai vu une interview de Jim Carrey récemment où il donne des conseils pour être heureux dans la vie. Ne vous embêtez pas à prendre des choses inutiles à votre cursus. Et moi, je m'accorde particulièrement à ça. Il y a des choses, des fois, je peux être bête, c'est pas le mot, mais ignorant. Mais parce que je m'en fous. J'ai pas envie de savoir. Ça va me polluer. Pour moi, dans ce que je fais dans ma vie, je n'ai pas besoin de savoir ce genre de choses. Et ça ne m'intéresse pas. Je préfère être compétent sur un domaine restreint, comprendre plein de choses. Après, il faut avoir une intelligence sociale un minimum, tu vois. Mais par contre, il y a des choses, tu me dis, je n'ai même pas envie de savoir. Je préfère être bête et ignorant là-dessus, plutôt que de me polluer l'esprit à apprendre des choses qui ne me serviront à rien dans ma vie. Mais en même temps, le temps que tu n'y consacres pas, tu peux le consacrer à autre chose pour être meilleur. Moi, j'ai rencontré, vous savez, au collège, souvent, on fait une alternance, tu reçois quelqu'un, j'avais reçu quelqu'un des États-Unis.
Bon, c'est la culture géographique des États-Unis. Les gens, c'est vrai, hein, ils savent pas situer, par exemple, l'Irlande. C'est fou. Mais il me disait, c'est avec du recul, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? Je pense qu'il y a un juste milieu, encore une fois. Il me disait, mais moi, ça me servait à rien, je veux devenir médecin. Je dis, oui, c'est pas faux, mais un minimum quand même. Et alors, moi, je connaissais les capitales des pays, etc. Il me disait, mais ça va te servir à quoi? Au moins, je le sais. Et j'arrivais pas à dire. Alors, tu vois, c'est un très bon exemple ce que tu dis. Tu peux apprendre en t'intéressant à plein d'autres choses. Moi, le rugby, parce que j'étais fan de rugby et de sport, je connaissais les capitales de tout, parce que le rugby, je regardais les sports, machin, je connaissais... En fait, la géographie et l'histoire, je l'ai apprise grâce au sport, presque. Et c'est là où, en fait, je trouve que l'école d'aujourd'hui, notamment qu'on vit chez nous, elle est ennuyeuse à mourir. Alors que si tu prends d'autres pays, les États-Unis, l'Allemagne, les pays nordiques, où tu as du scolaire le matin et du culturel, du sport l'après-midi. Mais putain, mais c'est génial. Beaucoup Pourquoi de sport, en France, on est encore un modèle d'école où tu mets les gamins pendant 6 ou 8 heures sur une chaise et tu veux qu'est-ce que tu veux faire? Moi, c'était 8, 17, 5 jours mais sur c'est 5. fou. Mais tu m'étonnes que tu apprends des trucs que tu t'en fous. Et c'est ce que je te dis. Alors que si tu leur faisais, moi, tu m'aurais mis dès le plus jeune âge, je sais pas, moi, le lundi après-midi, tu vas faire du jardinage, le mardi après-midi, tu vas faire du bricolage. Et peut-être que tu comprends qu'en fait, tu kiffes le manuel. Et en fait, le CAP, c'est un vrai choix, c'est pas un choix à défaut. Aujourd'hui, tu as l'impression que le CAP, c'est un choix à défaut. Alors que ça devrait être une vraie voie. Une vraie voie où tu te dis, mais en fait, j'ai envie de faire ça parce que c'est passionnant, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. Après, c'est vrai, c'est parce qu'on a voulu devenir un pays de col blanc. Enfin, on a désindustrialisé, enfin bref, dans les années, il y a 40 ans. Et puis, C'est bien dommage, hein. Oui. Mais tu vois, moi, je trouve que militer, c'est un bien grand mot. Mais tu vois, dans mon restaurant actuel, l'un de mes restaurants actuels est dans mon village d'enfance, à Saint-Hilaire-d'Ozian. Et avec mon associé, on propose à l'école, de temps en temps, de faire une intervention. On va apprendre à faire des pickles aux gamins, on va apprendre... Mais parce que je me dis que tu peux peut-être créer une vocation. Et avant, j'étais parrain d'une association à Nîmes où... j'intervenais dans des foyers ou auprès d'enfants déscolarisés ou en difficulté. Et quand à la fin du cours, t'as le gamin qui me dit « Oh, j'ai adoré, je veux faire cuisinier », j'ai tout gagné parce que je me dis, et j'aurais aimé avoir cette chance-là, où en fait on te fait toucher à plein de choses. Aujourd'hui, on te fait toucher à rien du tout. On t'apprend des choses que tu n'as pas envie de connaître, et tu rentres le soir, on t'a bourré le crâne avec des trucs inutiles. Alors, je te dis pas que tout est inutile, mais en tout cas, je trouve que le système scolaire actuel en France, il t'amène pas à être curieux, il t'amène pas à découvrir plein de choses, il t'amène pas à vivre tes rêves en tout cas. Nous, il y avait un ami qu'on décriait parce qu'il était surdoué à l'école, très 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 fort, et il était parti, il était devenu menuisier, en tout cas il avait poursuivi un CAP là-dedans, et avec un autre ami on s'est dit, ah, mais quel gâchis, on était petits, on écoutait un peu ce qu'on nous disait, et on a fait le point il y a pas longtemps tous les trois, et on s'est dit, mais le mec réussit, il touche bien sa vie, il adore ce qu'il fait, il a des hommes avec lui, il a construit, il a le même âge que moi, c'est en 2003, et je lui dis, mais en fait, énorme respect, tu nous as pas écoutés, t'as fait comme tu voulais, et c'est ce qu'il faut faire en fait au final. Oui, ce mec-là a peut-être passé un MAF dans sa discipline, et peut-être maître artisan, il s'épanouit, et en fait c'est le meilleur dans son domaine. Toi aujourd'hui tu te présentes en tant qu'entrepreneur. Oui. Ça m'a intrigué et en même temps je me suis dit, bah oui, c'est cohérent, c'est son titre. Est-ce qu'on te reconnaît Mais non, mais en fait, moi je te croise dans la rue. Je suis patron d'entreprise, on va dire. Aujourd'hui, avec l'entreprise, avec ce qu'on fait avec Joe's Burger, je me considère comme un entrepreneur. Comme je t'ai dit, jusqu'à présent, les business que j'ai, je les ai repris ou je les avais montés, je les ai accompagnés et puis aujourd'hui, c'est moi qui les dirige. Donc aujourd'hui, je trouve que ce mot d'entrepreneur, il est cool. Mais de même. Mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à penser ça en France. Enfin, j'ai l'impression que moi, entrepreneur, dès que tu le dis, les gens disent oula, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, j'ai pas l'impression qu'on ait une bonne image. Ouais, je sais, mais on s'en fout. Encore une fois, on s'en fout de ce que pensent les autres, franchement. Et puis, s'ils veulent que tu te qualifies de chef d'entreprise, ils te qualifient de chef d'entreprise. Mais si tu es chef d'entreprise, ils vont te jalouser. Donc, entrepreneur, ils te prennent un peu pour un branque, pour un mec un peu illuminé. Donc, moi, ça me va très bien. Okay. Sinon, je suis soit entrepreneur, soit intermittent du spectacle. C'est ce que je suis. C'est un peu pareil, non? C'est c'est pareil. C'est à peu près la même définition. Et plus ça va, plus on te reconnaît pour tes qualités d'entrepreneur. Parce que, pour tout te dire, moi je te croise dans la rue, je pense au caramel que tu as mis au All Black. Mais tout le monde, mais personne ne me reconnaît pour mes qualités d'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis plus un chef d'entreprise. Aujourd'hui, et encore une fois, on l'a beaucoup dit, il faut s'entourer. Bon, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une 50aine de collaborateurs. Si je ne suis pas là toute l'année,
les boîtes tournent très bien parce qu'aujourd'hui c'est installé, c'est posé. J'ai 2 associés qui gèrent le quotidien. Moi, gérer le quotidien, ça me fait chier. Je sais pas le faire, ça m'ennuie profondément. Donc je fais beaucoup de choses, certainement beaucoup trop, enfin de moins en moins quand même. Mais dès que je veux en faire moins, il y en a qui reviennent. Donc bref, voilà. Aujourd'hui, je passe beaucoup de mon temps sur Joe's Burger. Je réfléchis beaucoup, peut-être trop. Je suis peut-être pas assez dans l'action, donc c'est une question que je me pose en ce moment. Mais oui, voilà, aujourd'hui je suis entrepreneur. Voilà. Justement, c'est quelque chose que je voulais savoir. C'est quoi vos missions aujourd'hui chez Joe's Burger? Qu'est-ce que vous gérez respectivement? Pour faire très simple, moi, ça va être un peu tout ce qui est opérationnel à l'intérieur des Toute restos. la partie métier, c'est Johannes, Et le Seb, c'est savoir-faire. tout ce qui est caché, quoi. Tout ce qui est un peu fonction support, j'essaye d'organiser ça. Et moi, j'ai la chance d'avoir des équipes. J'ai mes bureaux et mes fonctions support qui gèrent à peu près toutes mes boîtes à Lyon. Donc, on s'en sert aussi, parce qu'il faut se servir un peu de ce qu'on a, de CD. Et j'essaye de structurer tout ça. À 2, vous faites la com aussi? Ou vous êtes juste... On délègue On a un prestataire. Voilà. On a 2 prestataires. On a un prestataire qui s'occupe de tout ce qui est shooting, Non, tournage, on a un prestataire etc. pour la captation, mais, Voilà. mais la trame, la guideline est donnée par un prestataire qui nous dit on va faire ce mois-ci, on fait ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Donc du coup, il faut produire en fait. Je m'y intéresse beaucoup aussi, tu vois. En fait, dès que je vois un truc sur Insta, une vidéo qui me paraît bien, j'enregistre tout. J'ai un groupe sur lequel je partage ce que je trouve cohérent ou qu'on pourrait retravailler. Après, tu vois, je m'investis aussi beaucoup. Tu as vu les vidéos qu'on a fait avec les Spartiates et le club de football américain aussi, les Blue Stars de Marseille, parce qu'on a cette identité de sportif aussi et parce c'est ce qu'on qui aime nous ça anime. aussi. Voilà, Parce que ça c'est ce qui nous nous anime. ressemble et c'est cool en fait. Tu vois, moi, vous quand plaît je de faire de la com? Non. C'est pas la com. Non, mais en vrai, non, parce que je suis hyper actif, mais ça me plaît pas. Par contre, c'est vital. De rencontrer des gens. Ouais, voilà, aussi. ça, Tu c'est vois, l'humain. C'est l'humain. Et puis de rencontrer des gens, et puis d'aller dans des univers. Ouais. Tu vois, quand tu vas faire la vidéo avec les Spartiates, tu découvres le hockey en fait. On a rencontré Noah qui était incroyable. On a discuté avec un joueur, là, Noah, qui a un futur talent, qui est hyper abordable. Non, c'est cool. Enfin, on est assez curieux tous les deux. Et moi, j'adore écouter les gens et découvrir ce que font les gens. C'est un peu, tu as dit quand on est arrivé tout à l'heure, ça m'a fait dire. Tu m'as dit j'adore écouter les histoires des gens. Moi aussi, je peux rester sans parler. Pour le coup, c'est nous qui parlons, mais j'ai failli te demander, là, quand tu as fait un petit coup de pub, c'est quoi ton application de réservation? Parce qu'on cherche une application de réservation en ce moment. Eh les gars, Tiens. on pourra en parler avec grand plaisir. Moi, ça peut me changer ma vie, donc je dirais pas non. Mais... Je pense pas que. Ouais, c'est pas nous qui allons changer ta vie pour l'instant. Mais moi, mon père serait très fier que je collabore. D'ailleurs, je l'embrasse, c'était son anniversaire hier. Bon anniversaire. Hein. Bon anniversaire, Guillaume. Il déteste quand je l'appelle Guillaume. Il déteste. Mais votre com, j'ai l'impression que vous vous éclatez à la faire. Alors attends, on prend pas plaisir à faire de la com quand c'est... Tu vois, on a des journées de tournage où c'est du 9h-18h, où tu as des scripts, machin. Bon, là, tu es plus en mode robot. Par contre, tu vois, avec les Spartiates, j'ai adoré. C'est avec les Blue Stars, donc le club de foot américain, c'est la semaine dernière que j'ai tourné. Et tu vois, j'en parlais avec Seb parce que Seb n'était pas là. Donc j'ai rencontré Sterling et Jemal qui sont ils appellent des imports. C'est 2 imports américains qui jouent dans le club de Marseille. Et tu fais des rencontres. Et ils ont mangé au resto. Et moi, ça me fait kiffer. J'adore les Américains. Et du coup, j'adore avoir le retour d'Américains. Parce qu'ils en ont bouffé des tonnes chez eux, tu vois. Et alors? Et ils me disent, c'est incroyable. Et ce que je disais le soir, il me dit, alors, c'est bien passé. Je dis, écoute, on a 2 business, un à Tampa Bay et un à LA, si on veut, tu vois. Parce qu'ils étaient à fond. Mais attends, je vais acheter un food truck pendant les JO. On va faire un food truck, ça va être incroyable. Mais en fait, c'est ça que j'adore parce que tu rencontres des gens qui te font rencontrer d'autres personnes. Et en fait, c'est ça. C'est la vie, en fait. Ouais, voilà. C'est la vie, puis après, c'est des rencontres, et puis après, c'est des choix que tu fais, des décisions que tu prends, en fait. Voilà. Avant, on me le disait, je trouvais ça un peu discours banal, oui, les rencontres, c'est la vérité. etc. Mais c'est vrai. Ouais. Moi, mon père me disait, le plus important dans la vie, c'est le réseau. C'est vrai. C'est pas ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu me saoules, machin. C'est pas ce que tu sais faire. Arrête avec ton réseau, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que le réseau, il est vital. Parce qu'un tel, mais attends, on le voit. Attends, mais j'aimerais, je pense que ça peut être bien. Ah, mais attends, je connais un tel, et puis finalement, tu passes 3 coups de fil, et puis presque aujourd'hui, c'est tellement j'exagère, vrai. tu peux pas avoir le numéro d'Elon Musk, mais genre, tu creuses, tu passes 4-5 coups de fil, tu peux presque arriver à parler à n'importe qui aujourd'hui, tu vois. Oui. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à des tas de choses, tu vois. Ouais. Donc, On dit qu'on est à fou. 5 poignées de main de n'importe qui. Ouais, c'est pas loin d'être la vérité.
Ouais, je pense que, en plus, avec toi, je pense... Ouais, mais moi, je suis pas le bon exemple, en fait. Pourquoi? Parce que moi, je déteste solliciter les gens, en fait. Et c'est con, parce qu'on me demande, il y a plein de gens qui me demandent des choses, et je le prends avec bienveillance, ou je le prends, et puis je dis oui, je dis non, après je fais pas. Mais je déteste déranger les gens, en fait. Ok, donc mettre en relation quelqu'un ou demander un petit coup de pouce à un gars, de Ah te oui. mettre en relation... Ouais, mais Johannes, il a 1000 idées. Ouais, machin, lui, tu le connais? Oui, je le connais. Oui, je peux avoir son numéro. Alors déjà, dans mon téléphone, j'ai le numéro de personne, parce que je téléphone à personne. Ça, c'est pas mal aussi. Et je réponds à Paris Grand Monde non plus, je déteste ça. Mais oui, je peux avoir le numéro de beaucoup de monde, mais déranger les gens, c'est un truc que je sais pas faire, en fait. C'est hyper compliqué pour moi. C'est pas naturel pour moi. Et Ouais. vous pensez que vous avez plus d'opportunités avec vos 2 titres Forcément. Mais c'est sûr. Forcément, Mais ça c'est ouvre des sûr. portes. Mais c'est sûr. T'es plus écouté, t'es plus désirable. Forcément, ça t'ouvre des portes. Après, on va pas se mentir, aujourd'hui, pour revenir sur le business, Après, ça peut être à double tranchant Ça aussi. peut être à double tranchant, Bien et sûr. ça peut être contre-productif. Alors, on parce va que- pas te louper si tu fais n'importe quoi. mais bah oui. il faut Ah savoir bah oui. l'utiliser, mais il faut pas faire n'importe quoi. Ouais, bien Exactement. sûr, bien C'est sûr. pour ça qu'on est assez, et c'est pour ça que on est assez serein sur ce qu'on fait, parce que ce que propose Johannes, c'est juste génial, c'est incroyable. À mettre en place, c'est des process, et c'est une franchise, et ce qu'on veut faire, et c'est reproductible. Je mets des guillemets facilement, parce que rien n'est facile. Quand ça paraît simple, c'est souvent très compliqué. C'est là où il faut qu'on se casse la tête encore pendant un petit moment pour bien écrire les process, comprendre exactement ce qu'on veut, où on veut aller, ce qu'on veut délivrer. Et ça, c'est encore un énorme travail. Mais je me suis lancé dans une phrase que je vais pas arriver à finir, parce que je sais plus pourquoi je l'ai commencé. Ça me le fait tout le C'est temps. génial, ça. Hein, Tout le temps. Ah, moi aussi, j'adore. Donc voilà. Il y a un deuxième exemple aussi que vous avez, c'est un peu la fonction de père de famille. Vous êtes tous les deux pères de famille, donc vous essayez de montrer l'exemple à travers ce que vous faites à vos enfants, ou pas du tout, ça vous impacte pas? Moi, c'est très récent. Moi, il a 2 mois et demi, mon petit, donc c'est très récent, mais... On m'a dit que Moi- t'étais galvanisé quand tu l'apprends, quand tu sais que tu vas l'être, tu te dis ok, faut que je donne tout, quoi. Il a pas le droit d'avoir un papa qui est pas au top. Je veux pas qu'il soit fier de moi parce que je suis champion du monde de burger. Bien sûr. Je veux qu'il soit fier de moi parce que je suis un bon père de famille. Je veux qu'il soit fier de moi parce que je lui donne le bon exemple, parce que je lui transmets des valeurs, du savoir-être, on y revient encore. Moi, là, le premier truc que je me suis dit, et là, c'est ce que j'ai hâte de rentrer ce soir pour le voir, et ce que je me dis, c'est que je veux qu'il soit heureux, je veux ça soit une belle personne. Si demain, tu me dis, qu'est-ce que tu aimerais que soit ton fils? Une belle personne, c'est tout. Alors, je m'en fous. Qu'il soit juste Mais c'est important. épanoui. C'est important. Aujourd'hui, on oublie trop de choses avec ce monde-là. Il ouvre tellement de possibilités qu'on en oublie tellement aussi. Aujourd'hui, la dimension spirituelle, elle n'existe quasiment plus. Alors que pour moi, elle est vitale. Si tu te poses 2 minutes, c'est quoi le sens de la vie? On va même pas y répondre, on va même pas ouvrir le débat parce qu'on pourrait parler des heures. Mais on oublie trop de choses. Et moi, je veux juste que ça soit une belle personne, qui soit bienveillant avec autrui, qui soit bienveillant avec ses proches. C'est tout. Pour moi, il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. Oui, on l'oublie, mais des fois, il y a des choses qui te ramènent à des réalités. C'est moi, je me rappelle ma petite à ton âge. Et quand elle était petite, alors moi, j'ai jamais voulu, j'ai jamais réfléchi à ça, si je voulais être un modèle ou quoi. Alors peut-être parce que je sais que je suis parfait, presque parfait, et que je suis un super modèle. C'est ça. Mais non, je me suis jamais posé la question dans ce sens, en tout cas. Mais moi, ce qui me choquait quand elle était petite, même un peu plus grande, c'est quand on arrivait quelque part, elle disait bonjour, elle disait merci, elle disait au revoir. Et les gens remarquaient ça. Et à partir du moment où les gens remarquent ça, tu te dis, ouais, on vit dans un monde qui commence à avoir des problèmes quand même. Parce que Ça paraît tellement logique. parce que c'est la base, en fait. Parce que enfin, je sais pas, moi, quand je rentre quelque part, je dis bonjour. Quand je sors, je dis au revoir. Et je dis merci quand on me donne quelque chose, en fait, tu vois. Et que les gens le Ça se perd, remarquent. Mais non, mais c'est pas grave. C'est hyper grave, en fait, je trouve. Et du coup... À la campagne, ça, un peu plus. Mais ici, à Lyon, tu croises quelqu'un, chacun regarde ses chaussures. Oui, mais en fait, que tu croises quelqu'un, tu vas pas dire bonjour sur tous les trottoirs, mais tu vois, quand tu rentres quelque part, enfin, moi, ça m'est arrivé souvent que des gens nous fassent remarquer qu'elle était polie et qu'elle dise bonjour, donc je trouve ça quand même choquant. Et parce qu'éduquer, ça prend du temps. Oui, mais c'est Et bien d'accord. on se rend pas Bien compte, d'accord. mais enfin, tu vois, alors je vais pas rentrer dans des débats et dans des clichés, mais je ne veux pas qu'il regarde la télé. Il a 2 mois et demi, il comprend même pas. Mais c'est vrai que quand tu poses un gamin devant une télé, il est fasciné et ça le calme. Bien sûr. Aujourd'hui, je préfère passer 5 heures à essayer de le stimuler par X moyens. C'est chronophage, c'est fatigant, c'est tout ce que tu veux. Mais je n'ai pas envie d'aller vers la facilité, de le poser devant un écran.
éduquer, c'est quelque chose qui prend du temps et je pense qu'aujourd'hui, c'est notre devoir en tant que parent et en tant qu'être humain d'éduquer son enfant, de transmettre en tout cas, de transmettre des choses. Et il faut arrêter d'aller vers la facilité et de donner des choses trop faciles. Aujourd'hui, c'est important d'avoir cette transmission et d'éduquer correctement nos proches et Complètement. le futur. Mais il n'y a pas de manuel. Non, Il n'y a pas de manuel. Mon père me l'a toujours dit. c'est du bon sens. Moi, je pense que c'est du bon sens. Ouais, mais c'est dur, ça doit être dur. Hein. Je vous dirais peut-être dans 10 ans, On n'a pas mais- tous le Ouais, on n'a pas tous le même bon sens. Ouais, donc, voilà. ça, Mais c'est être en accord avec soi, avec ses valeurs, déjà. Mais même pour être entrepreneur, il n'y a pas de manuel. Non. il n'y a pas de manuel pour grand-chose dans la Ouais, vie. non, Ouais, en c'est vrai. Pour des recettes, à la limite, mais Mais encore. encore, même pas. Il faut les créer. Après, tu as le manuel, mais il faut la créer d'abord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Joss Burger et pour chacun de vous, respectivement, pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'on réussisse à créer un modèle qui fasse envie et où les gens se retrouvent bien et se régalent. Voilà, je crois que c'est le plus important. On va être assez simple, on cherche pas, on n'a pas des ambitions et des objectifs qui sont immenses, si ce n'est les objectifs de déploiement et le développement. Oui, on va essayer de faire une belle petite boîte, un peu grosse. Mais après, non, on veut rester simple en fait. On veut rester simple qui on est et puis pas dénaturer l'ADN et l'identité qu'on a posé dans le concept. Vous m'aviez dit qu'il y avait il y a pas encore de formulaire pour les franchisés? S'il y en a un ou pas? On est en Non, train on de est en construire. train de l'écrire. Ouais. Si vous arrivez à me le transmettre avant, vous me le dites. Moi, Avant je mets quoi la page web avant que le podcast sorte. Avant le 15 avril, Non. il y a un peu de Ouais, travail. il y a Ouais, mais un un peu de formulaire temps. de contact, tu sais. Ah non, Ok, ouais, mais non, ça c'est sera trop pas tôt. prêt. C'est trop tôt. Ok. Tu vois, ça, autant il y a pas longtemps, il y a encore quelques mois ou quelques années, on t'aurait dit oui, tiens, on va te le filer. Mais en fait, ça sert à rien. Ouais, on n'est Ça pas sert à prêt. rien. On va être déceptif, ça va nous polluer. Enfin, aucun intérêt. Bon, bah, vous C'est irez sur le gentil. site. C'est très Vous irez gentil. sur le site si vous venez bien après le 15 avril. Et si vous voyez que vous pouvez vous franchiser, en tout cas, rentrer en contact. Toi, vous souhaiter quoi? Tu veux qu'on te souhaite quoi pour Joss Burger pour la suite? Je me suis beaucoup perdu avec tout ce qu'on a accès et aujourd'hui, la seule chose que je me dis, c'est je vis au jour le jour et je me dis j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Ouais. Et on parle pas de moyens financiers, je te dis c'est pas des rêves de fou, je dis je vais une Ferrari demain, j'y arriverai pas, tu vois. Et c'est pas l'objectif, c'est quand je dis vivre mes rêves, c'est faire des choses épanouissantes par les contacts, par les rencontres, par des tas de choses que nos métiers nous permettent de vivre aujourd'hui. Joss Burger, j'espère qu'on arrivera à créer cette franchise dans le but de donner du plaisir aux gens, parce que c'est le cœur même de notre métier, transmettre du plaisir en mangeant. Donc l'idée, c'est d'arriver à transmettre du plaisir aux gens par les lieux et les expériences qu'on va faire vivre à ces gens, de le déployer en France et hors de France, parce que j'aimerais que ça soit quelque chose qu'on arrive à étendre hors de nos frontières, et moi personnellement d'être heureux tout simplement et de profiter de ma famille. On verra dans. Il y a quelqu'un que vous verriez bien à votre place pour un prochain invité? Vous pouvez faire une passe décisive là. Moi je peux te faire une passe D d'un mec que j'adore, qui est à Lyon en plus, ça sera pas trop compliqué, c'est Didier Massot, qui est meilleur ouvrier de France, Ouais, boucher, ouais, qui est au Hall J'ai pas fait de boucher pour l'instant. mais qui est incroyable, c'est un mec, j'en parle, j'ai des frissons, c'est un mec, il est génial. Niveau générationnel, on est un peu aux deux opposés. Lui il est sur la fin de sa vie. Non, je rigole. Je le branche. Et moi, il me reste un peu de chemin. Mais c'est un mec, il est incroyable. Il est venu avec nous aux États-Unis en 2024. J'ai vécu des choses folles avec lui. Et je pense que tu pourrais passer un super moment avec lui. Moi, j'ai plus qu'à vous remercier, à vous laisser pour le moment blanc. J'ai vraiment passé un bon moment. J'espère qu'on l'a partagé autour de cette table. C'était un honneur de vous avoir. Franchement, j'aurais jamais pensé être là plus tard autour d'un podcast. Et si on m'avait dit que je pouvais avoir à ma gauche le champion du monde de burger et à ma droite peut-être une des personnes qui m'a fait commencer le rugby, j'aurais été très content. Moi, j'ai plus qu'à vous saluer aussi. N'oubliez pas de soutenir l'épisode. Je vous remercie pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus sur Instagram, de partout sur YouTube. Et je vous en suis très reconnaissant. Abonnez-vous à la table des chefs. J'ai envie de vous dire, vivez vos rêves et donnez-vous les moyens d'y arriver, tout simplement. Merci, messieurs. Merci à toi. Quel honneur. Je sais que des fois, pendant un podcast, je